Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 285 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, place aux New York Knicks. Et oui, bilan 2024 de la saison donc des New York Knicks avec FD de Q-Basket bien entendu. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans 2024. Aujourd'hui, les New York Knicks, avec quelqu'un qui adore les New York Knicks et que vous connaissez, c'est FD. Comment vas-tu, FD ? Très bien, ravi de revenir sur le Basket Lab, ravi de parler des Knicks pour une fois, puisque Baptiste m'avait grillé la priorité l'année dernière. donc non, ravi d'être de retour. Vous avez tiré à la courte paille cette année, toi et Baptiste, les deux fans de New York, pour qui est-ce qui ferait cet épisode, et tu as gagné. Mais je crois que l'an dernier, c'est parce que tu n'étais pas dispo. Hein. Je crois que j'avais pas fait mon comeback encore. Je crois que j'étais j'étais encore en hibernation. Tu as fait ton comeback sur le top 100, donc plus tard, quelques mois plus tard à peine. Je crois. En plus, on l'avait fait très tôt, on l'avait fait en avril, je crois, avant le playoff. On n'aurait pas dû. Maintenant, je fais des bilans de saison à la fin de saison, c'est peut-être un peu mieux. Bref, comment vas-tu, FD ? Très bien, ravi de passer sur une autre séquence de basket là avec les Jeux Olympiques qui arrivent. J'adore le basket FIBA et donc je sens que ça va être très intéressant à regarder quand même. On a quand même 12 équipes de haut niveau. Hâte de voir ce que la France va faire évidemment, hâte de voir comment les États-Unis vont se débrouiller et puis je pense qu'il y aura quand même des surprises. Il y a des équipes qu'on n'attend pas forcément qui ont vraiment une carte à jouer. Je pense à l'Espagne notamment qui est toujours là et qui ne partira jamais. Est-ce que l'équipe de Diopris est en lice, ton chouchou ? Le Soudan du Sud, non, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il est soudanais du Sud, je crois, Diopris. Tu m'as pas dit qu'il jouait pour l'Australie ou alors je confonds complètement ? Si, clairement, il joue pour l'Australie, t'as bien raison. Je crois qu'il est originaire du Soudan, mais il joue pour l'Australie, ouais. Après, c'est vrai que on l'a pas dit, hein, mais tu dis que t'aimes beaucoup le basket FIBA. FD, arbitre international, mesdames et messieurs, qui a arbitré la NGT, le fameux tournoi des jeunes qui était à Paris cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Et FD qui, d'ici l'an prochain, sera en Summer League. Hein. Pas du tout. Non. Pas arbitre international parce que c'est vraiment un grade. Mais effectivement, j'étais à la NGT, c'était cool. On s'est pas reparlé depuis, si, quand même. Bref, donc le programme du jour, bilan 2024, vous le savez, une série où on fait des bilans équipe par équipe. Aujourd'hui, donc, les Knicks, et le format est simple, c'est notre format des stats de la saison, donc un bilan en 10 points clés, 10 stats, sachant que les stats sont soit parce que c'est des stats intéressantes qu'on a envie de faire remonter, soit sinon un prétexte pour parler de plein de petits sujets pêle-mêle, vous le savez. Et donc FD, qui connaît ce format très bien, on peut y aller directement, si tu veux bien. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour les Knicks 2024 ? 39% et 36%. Ouais. Le premier, c'est la réussite à 3 points des Knicks quand Julius Randle est sur le terrain. 36%, c'est quand il n'y est pas. Donc 39% à 3 points pour l'équipe quand Julius Randle est sur le terrain, 36% quand il n'y est pas. Alors, je vois les grands chevaux arriver. Il y a deux billets qui sont évidents sur cette stat. Est-ce que la différence est vraiment notable ? Est-ce qu'elle montre vraiment quelque chose ? On peut en discuter. Déjà, le premier billet de la stat, c'est que Julius Randle est titulaire, donc il partage son temps sur le terrain avec des titulaires. Donc on peut penser que les titulaires sont des meilleurs tireurs à 3 points que les remplaçants. Voilà. Sinon, il serait peut-être sur le banc. Donc il y a ce biais. On peut aussi penser que l'échantillon est limité. On parle juste sur une saison, mais j'ai regardé sur l'ensemble de ces saisons à New York. On garde quand même ce delta de 3 points de pourcentage de différence. Donc qu'est-ce que ça dit en fait concrètement ? Ça dit que quand Julius Randle est sur le terrain, les Knicks tirent mieux à 3 points. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Julius Randle, et je pense que c'est ça qui explique, puisque je me suis tapé toutes ses passes décisives de l'année, c'est qu'il a une gravité au scoring, notamment quand il a la balle poste haut, qui crée des décalages, en fait, qui crée des tirs ouverts juste parce qu'il va réussir à poser un danger sur la défense. Et en fait, il va créer des décalages sans forcément battre son défenseur, mais juste sa gravité personnelle donne des tirs à 3 points. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que pour moi, c'est un playmaking en fait qui est inélastique dans le sens où
La défense n'a pas forcément de manière de contrer ça. Soit tu laisses Julius Randle jouer en 1 contre 1 et il a montré qu'il était quand même assez efficace sur ces dernières années sur ces situations. Ou bien, souvent, la solution c'est sur un poste 4 qui est plus petit et souvent moins fort que Julius Randle physiquement. Tu dois donner de l'aide et tu dois concéder des tirs à 3 points. Donc pour moi, ce pourcentage, cette différence de pourcentage à 3 points, elle est quand même significative. Pour moi, elle dit quelque chose. Et elle parle de la gravité au scoring de Julius Randle et surtout de l'alternative qu'il donne au Brunson Ball, dont on parlera peut-être après. Julius Randle est capable de créer de l'attaque juste en étant sur le terrain et en ayant la balle poste haut. Oui, c'est un peu ce qu'on a répété un peu toute l'année dans l'hebdo, hein, tous les lundis matins, quand on parlait des Knicks en tout cas, c'est qu'il y a cette valeur de Randle en créateur secondaire, en fait créateur autre, comme tu dis, une manière d'initier l'attaque qui est différente, et avec cet aspect, cet avantage de finalement c'est aussi quelqu'un qui est un plutôt bon passeur et qui peut représenter des mismatchs en fait. Ça qui est intéressant, c'est cet aspect de mismatch qui forcément provoque des aides pour venir aider, pour compenser, et donc c'est là que se créent des ouvertures et donc potentiellement des catch and shoot à 3 points, d'où cette stat que tu nous donnes. Et ce qu'on dit aussi toute l'année, c'est enfin en tout cas moi, c'est que paradoxalement c'est quelqu'un qui va créer des mismatchs et qui est un bon passeur qui peut initier de l'attaque, mais en fait moi j'aime bien l'isolation ou la création de Randle, mais quand elle est pour autrui. Ce que j'aime pas, c'est quand il est laissé en 1 contre 1 et qu'il est forcé de prendre ce tir, quoi. C'est ça, il faut pas qu'il tire. C'est un peu là-dessus, il a pas beaucoup de. Il est pas non plus si efficace que ça. Je crois que j'avais un peu des stats là-dessus, je peux le dire maintenant aussi. Alors moi j'avais aussi noté 3,9 plus 3,2. Parce que justement, c'est ça. C'était le nombre de post-up et le nombre d'isolation de Randle. Mais pour continuer un peu dans ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est-à-dire beaucoup de création et de la création qui, je pense, a manqué sur la fin de saison et notamment en playoff. Mais parce qu'on avait bien ce one-two punch, en fait, ce duo, et pas seulement d'avoir 2 créateurs, Brunson et Randle, mais 2 façons de créer l'attaque différemment. C'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que Brunson, le pick and roll, ça on connaît. Et de l'autre côté, tu peux aussi alterner avec un peu de création de post-up, un peu de mismatch, attaquer un tel ou un tel, via donc isolation au post-up de Randle. Et voilà, c'est une manière d'attaquer différente. Selon les match-up en playoff, ça peut être utile, notamment donc en playoff où tu as envie de cibler des mauvais défenseurs. Ça aurait été très utile. Et comme dit aussi, voilà, tu préfères dans cette situation qu'il soit là comme un moteur de jeu et qu'il y a des aides qui viennent, parce que quand il y a des aides qui viennent pas et qu'il prend les tirs pour de vrai, on est à 0,90 et 0,94 points par possession. C'est assez mauvais sur post-up, 0,90 dans le 30e centile, donc à peine mieux que 30% de tous les joueurs NBA, et 0,94 en isolation, c'est 50e centile, donc à peine mieux que 50% des joueurs NBA à son poste. Bref, moteur d'attaque, oui, initiateur d'attaque, oui. Mais c'est vrai que c'est bien quand il y a des aides, parce que si vraiment il finit l'isolation lui-même ou le post-up lui-même, c'est vrai qu'il y a des limites, quoi. Ouais, clairement. Et puis je sais que tu veux pas qu'on fasse une prospective pour l'année prochaine et tu veux pas trop qu'on parle de ce qui s'est passé. Si tu peux, vas-y, tu peux étendre le sujet, vas-y. Mais justement, en fait, avec la perte de Isaiah Hartenstein qui a signé au Thunder, tu perds quand même sa création où tu donnais la balle poste haut à Hartenstein ou tête de raquette et tout. Tu poses des écrans autour, tu fais tourner la balle autour. Julius Randle, il est capable de faire ça. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que ça a manqué en playoff. C'est cet aspect de création, cet aspect juste de passing qui vient pas de Jalen Brunson, en fait, juste une autre option. Ça a vraiment manqué et c'est pour ça que je pense que la perte d'Isaiah Hartenstein, effectivement, elle fait mal. Mais Julius Randle, s'il revient et qu'il revient en forme, il va pouvoir un petit peu compenser ce manque de playmaking. Ouais. Non, mais je pense qu'on en reparlera, mais après, c'est pas totalement la même façon d'initier l'attaque, en tout cas. C'est là où je pense qu'il y a moins de synergie Randle sur les dribble and off et autres que Hartenstein. Mais effectivement, après, je pense je voulais aussi aborder le cas Randle, donc c'est bien que tu le fasses, pour d'autres raisons, qui est aussi réfléchir un peu sur son cas, justement pour les perspectives futures, parce que bon, on le connaît le joueur en fait maintenant, on le connaît assez bien, on connaît ses limites et ses forces. Les forces, c'est ça, c'est le mismatch et le playmaking un peu qu'on aime bien. Les faiblesses, c'est l'efficacité un peu générale avec ballon en termes de création, mais aussi sans ballon. Tu vois, par exemple, j'avais aussi relevé à 3 points, on a encore fait une saison à 31%. Bon, je vais te dire ces pourcentages à 3 points depuis qu'il a acquis un jump shot, parce que c'était pas le cas au tout début, mais en gros c'est 34%, 28%, 41% une saison.
La fameuse année où tout le monde... 31, exactement. Donc, trouver la saison 2021 où tout le monde a bien shooté à 3 points parce que les salles étaient vides, c'est facile. Mais voilà, je pense que aujourd'hui, on est 3 ans après 2021, comme tu dis. On a compris que c'était un peu une surchauffe, comme tout le monde à 3 points, on l'avait dit à l'époque, mais maintenant on en est sûr. Voilà. Je pense qu'on est à peu près sûr maintenant que c'est pas un shooter à 3 points. Donc, sans le ballon, c'est pas top. Donc, à quel point tu vas avoir Randle off-ball à côté d'un Brunson, surtout qu'au niveau des salaires, et justement, je voulais aussi enchaîner avec ça, c'est que, mine de rien, il a un salaire de 30 millions pour 2025 et une player option ensuite pour 2026 à 32 millions. Mais donc, ça peut être une option qui n'est pas prise. Hein. Vu son âge, il prend pas l'option et puis il devient free agent pour signer un nouveau contrat plutôt que continuer à 30 millions sur une seule saison. Mais je pense que le cas de Randle et sa présence dans l'équipe peut se poser de par ses performances, même si on a décrit que ça pouvait être utile, mais aussi de par la construction de l'équipe autour maintenant. Et peut-être qu'il y a 3-4 ans, où il était un peu la pièce centrale de l'équipe, bah oui, il était utile, très utile, parce que c'était un peu lui le créateur. Maintenant, vu la direction où va l'équipe avec Brunson, l'émergence de Brunson, tous les connecteurs à côté, même des créateurs qui ont un peu émergé, etc., je pense qu'on se dirige d'ici les 6 à 12 prochains mois vers un échange peut-être de Randle, parce qu'en plus, tu as signé au Giannis très cher, etc. Au bout d'un moment, il va falloir un peu dégraisser, quoi. C'est ça. Et puis tu prends le contrat de Miles Bridges aussi, hein, qui est pas négligeable. Mais bref, donc finalement, on peut conclure en disant que la saison, elle est pas du tout catastrophique. Au contraire, il était assez utile, même dans ces nouveaux Knicks très axés pick and roll. C'est juste que peut-être que vu le salaire et vu l'état du contrat et vu etc., peut-être qu'on se dirige vers... C'était peut-être sa dernière année complète au Knicks, sans doute. C'est possible, ouais. Oui, d'accord. Ok. Je peux donner donc ma première stat du jour, sauf si tu as d'autres choses à rajouter sur Randle. Vas-y. Moi, je peux donner ma première stat du jour pour les Knicks, c'est 10, puisque nous avons la 10e défense de NBA. Et j'ai envie de dire, enfin, le retour de Thibodeau, en un sens, parce que, je ne sais pas si tu te souviens l'an dernier, bon, au niveau du net rating, le différentiel attaque-défense, le niveau de jeu de l'équipe globalement, cette année plus 3,5, enfin non, l'an dernier plus 3,5, c'est pas mal, cette année plus 5, donc on a quand même un palier au-dessus, donc c'est mieux. Bon, c'est pas un changement énorme, mais par contre, le changement énorme entre l'an dernier et cette année, c'est que l'an dernier, 2e attaque et 19e défense. On disait, mais Thibodeau, que fais-tu? Mais je ne te reconnais pas. 2e attaque de NBA et seulement 19e défense. Là, ça y est. Là, on revient un peu vers le Thibodeau qu'on connaît. Donc, 7e attaque, toujours très bon, toujours élite, hein, mais surtout 10e défense. On resserre petit à petit les vis. Et c'est vrai que ce qui était intéressant là-dedans, c'est au-delà de la blague avec Thibodeau et qui aime bien avoir des équipes défensives, c'est que comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on arrive à améliorer la défense de quasiment 20e à 10e, hein, d'un coup? Le nombre de lancers francs autorisés a baissé. 17e l'an dernier, 6e cette année, donc beaucoup plus propre. 6e sur 30, évidemment. Les rebonds aussi, on a resserré les vis au niveau des rebonds de 11e à 5e, donc ça c'était très bien. Et puis aussi beaucoup plus de turnover créés aussi, turnover défensif, donc des interceptions de 25e l'an dernier à 13e cette année. Donc bref, il y a plein de petits endroits où la défense des Knicks s'est un peu améliorée, a gratté un peu de valeur là-dessus. Et c'est le fameux jeu des possessions. En fait, c'est là où c'est très rigolo, c'est que en fait, tu regardes l'efficacité autorisée de manière générale. En fait, les Knicks autorisent une efficacité cette année qui est plus grande que l'an dernier. Donc c'est un peu bizarre, ça paraît bizarre. Les mecs mettent plus de tirs avec un meilleur pourcentage cette année que l'an dernier. C'est-à-dire 54%, 54,8% de IFG, field goal ajusté, 54,8% contre 54% à peine l'an dernier. Mais le jeu des possessions, pourquoi est-ce que les Knicks sont quand même meilleurs en défense alors qu'ils encaissent plus de paniers? Parce que moins de lancers francs, des tirs rentables, mais surtout moins de deuxième chance autorisée sur rebond, moins de turnover, plus de turnover créés, donc moins de possessions où l'adversaire peut prendre un tir. Bref, ce fameux jeu des possessions qui pratiquait déjà en attaque, il commence aussi un peu à le pratiquer en défense et ça fait du bien. Oui, alors tu m'as volé 2 de mes stats, mais c'est pas grave. Mince, je t'ai piqué une stat. Ouais, tu m'as piqué la stat des lancers, je l'avais aussi. Mais c'est vrai que quand tu regardes le defensive rating, alors on n'utilise pas le même site, donc moi je les avais 8e sur Dunks and Freeze, ils sont 8e Ouais. Alors ils appellent ça Adjusted Defensive Rating. Je sais pas ce qu'ils mettent dans le Adjusted. C'est par rapport au calendrier, je pense, un truc comme ça, non? Ouais, je crois que c'est le calendrier. Mais bref, 8e, 10e, bon, ils sont dans le bon tiers. Et c'est vrai qu'après tu regardes la distribution des tirs des adversaires et tu remarques en fait que mine de rien, ils sont 20e au tir tenté près du cercle. Donc, il y a seulement 10 équipes qui donnent plus de tirs au cercle. Ils
Il donne beaucoup de tirs à mi-distance et il donne aussi beaucoup de 3 points. Donc tu te dis, mais d'où vient cette bonne défense en fait, puisqu'il donne des bons tirs. C'est effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est peu de rebonds offensifs, peu de fautes et des pertes de balles qui sont créées. La question après, c'est avec quel personnel en fait, parce qu'on pourrait penser Jalen Brunson, je sais pas comment les gens l'évaluent défensivement, mais moi je le trouve moyen, enfin je le trouve pas négatif du tout en fait, malgré ses limitations physiques, c'est quelqu'un qui donne finalement assez peu de mismatch. On l'a vu en playoff, mais en playoff c'était un contexte encore différent puisqu'il devait faire absolument tout en attaque, il était un peu blessé, donc effectivement les Pacers ont pu même les Sixers d'ailleurs ont pu l'exploiter défensivement, mais j'ai l'impression qu'en saison régulière c'était moins le cas. Et donc on est obligé de parler des deux grands qui étaient derrière, quoi, parce que je pense que c'est ça aussi la base de leur défense. Oui, alors tu parles desquels de grands? d'Hartenstein et de Mitchell Robinson. Je parlerai pas de Jericho Sims aujourd'hui. Oui, en effet. Jericho Sims qui est très marrant à regarder dès qu'il joue, parce que dès qu'il joue, il fait une possession et puis ensuite il se fait engueuler par Thibodeau. Grosso modo. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, c'est le pivot backup, hein, si les chiffres restent comme ça. Donc, il faudrait. Effectivement, ça, je pense qu'on va en parler, effectivement. Mais, non, mais en plus, Robinson a joué que 31 matchs. Hein. Cela dit, il est revenu en playoff. Hein. Il a été pas mal en playoff, pas mal utile, en tout cas, face à Embiid sur la série contre les Sixers. Mais ouais, c'est là où c'est rigolo, c'est que, comme dit, ils avaient déjà un peu commencé ce jeu des possessions, mais en attaque, en fait, l'an dernier, avec un nombre énorme de rebonds offensifs, etc. Peut-être tu voudras aussi redévelopper là-dessus cette année, parce que je crois que c'est encore un peu le cas. Mais donc, ce fameux jeu des possessions où, en fait, c'est pas tant qui est le plus efficace, c'est on va essayer de changer un peu les règles et d'avoir plus de cartouches que l'adversaire, en fait, hein, plus de tentatives de tir. Et donc là, c'est marrant parce que c'est ce qui se passe avec une moins bonne efficacité. Ils arrivent à avoir un meilleur defensive rating parce que si l'adversaire il met 54,8% enfin au niveau IFG, mais qu'il a je sais pas moi, 45 tirs plutôt que 55, ouais, tu mets moins de points. Donc c'est un peu comme ça que tu arrives à contrôler. Je pense aussi qu'on a le développement l'effectif continue un peu à changer. On en reparlera sans doute, mais cette année, pas mal tu vois, l'arrivée de Dante DiVincenzo et autres mecs comme ça, on est plus sur un profil avec des mecs qui sont justement des playmakers défensifs, comparé à RJ Barrett, comparé à même Quickly, qui peut le faire un peu, mais voilà, on a aussi un effectif qui est très tourné vers ce genre d'ailier un peu ailier défensif, arrière ou ailier défensif, très playmaker défensif qui aide là-dessus, quoi. Donc en effet, enfin une défense qui est dans le top 10, mais je pense que Thibodeau sera toujours pas satisfait tant que la défense sera pas repassée sous l'attaque, enfin au-dessus de l'attaque. Donc actuellement, c'est ça. Actuellement, l'attaque est encore meilleure, donc rendez-vous l'an prochain pour corriger ça encore. Ouais, c'est ça. Après, puis même l'ajout, on n'en a pas parlé, mais il faut le mentionner ici, c'est l'ajout d'Oje Anunoby aussi. Aussi, oui. Même si après on a vu ce mois de janvier qui était quand même formidable, où tout le monde était là et tu voyais vraiment le potentiel de cette équipe. Ensuite, Oje Anunoby s'est blessé pour la fin de saison régulière, mais si on parle de 2 secondes du style défensif de Tom Thibodeau, on le sait, c'est une équipe qui va beaucoup faire du stunt, c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Ouais. Ouais, qui va beaucoup faire du stunt, c'est-à-dire l'ailier qui a une passe qui normalement n'est pas censé aider sur le drive quand il est côté ballon. Oui, eux ils vont se mettre rapidement sur la ligne de drive pour empêcher ce drive, mais ne pas aider suffisamment pour ne pas être pour prendre un tir à 3 points derrière. Et OG Anunoby en fait c'est l'arme parfaite là-dessus parce qu'il a la mobilité et la longueur de bras. Ouais. Et la dissuasion qui permet d'être une arme magnifique en stunt. Et Mikal Bridges est dans le même credo, même si voilà, peut-être un petit peu moins fort physiquement, un peu moins fort à l'impact, mais la même longueur de bras. Donc voilà, il a franchement là pour le coup, il a l'équipement parfait pour mettre sa défense de stunt en place et ça fonctionne bien. Modulo la question du pivot. On en parlera peut-être, mais effectivement c'est une perte assez énorme. Hartenstein. Est-ce que tu as des stats sur Mitchell Robinson ou pas? Non, j'ai Okay. pas de stats sur Mitchell Robinson. Bon, je peux la dire maintenant alors. Je peux la dire maintenant la mienne tant qu'on est sur la défense parce que en effet la défense est très bonne cette année comme on dit alors que Robinson a été blessé une partie de l'année. Et je pense qu'il y a un élément à prendre en compte, et en tout cas, il y a une stat où il faut faire attention de ne pas trop l'utiliser, c'est les fameux WOWI. Donc les with or without you, qui est une manière de voir
comment est-ce que l'équipe performe avec ou sans un joueur. Donc, a priori, pour voir à quel point le joueur impacte au niveau différentiel. Ça se fait pas sur tous les postes et tous les joueurs, mais pour une défense, on accepte. Enfin, pour une défense, le chiffre est intéressant pour des pivots, et en attaque, le chiffre est intéressant pour des créateurs, mais en dehors de ça, il faut pas trop l'utiliser. Mais même là, tu vois, tu prends les Wowi, tu pourrais te dire, bon, ben, avec lui, 119 de defensive rating et sans lui, 112. Donc le defensive rating est bien meilleur cette saison sans Robinson. Mais sauf qu'en fait, on est sur un petit échantillon, et quelle est la conséquence surtout de ce petit échantillon? C'est que plus l'échantillon est petit, plus on n'a pas le temps qu'il y ait une normalisation du 3 points. Donc on peut avoir un aspect aléatoire plus fort. Plus l'échantillon est petit, plus l'aléatoire peut être grand. Et donc là, notamment, quel est le point central? C'est que sur les minutes de Robinson, qui sont même pas 1000 minutes, on a eu les adversaires qui ont shooté à 40% à 3 points. Autant dire que c'est pas une réussite normale, au sens littéral du terme. La moyenne, elle est autour des 35-36% à 3 points. Donc voilà, les Wowi pour Robinson cette année, ne pas les regarder, en fait, parce que je pense en effet que la défense était peut-être meilleure avec Hartenstein qu'avec Robinson, mais c'est peut-être pas l'argument pour ça, parce que voilà, le chiffre est totalement pollué, le defensive rating est pollué par ce 40% de réussite quand il était sur le terrain, et sur lequel il peut rien. En plus, non seulement c'est aléatoire, mais en plus ça échappe à son contrôle. Le pivot, il défend le panier ou parfois le périmètre, mais je veux dire, quand il est d'un côté et qu'il y a un 3 points qui est pris sur l'aile ou dans le corner opposé, il peut rien, quoi. Donc il y a cet aspect aléatoire. Bref, c'était juste un petit point comme ça de attention aux stats et à qu'est-ce qu'on manipule ou pas. Les Wowi, il faut y faire assez attention. Et donc je pense qu'il y a d'autres arguments peut-être à développer, même si t'es peut-être pas trop de mon avis, mais il y a peut-être d'autres arguments pour dire que Hartenstein était peut-être tout autant, voire un peu plus performant en défense que Robinson, qui a connu une année blessée un peu compliquée, mais qui avait fait un gros début de saison, ce que tu avais beaucoup apprécié, toi. Ouais, et puis sur ces stats de Wowi, et même sur les stats de on-off, il faut toujours prendre en compte quand il est pas sur le terrain, qui est sur le terrain. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est Hartenstein qui est largement au-dessus d'un niveau défensif d'un backup, enfin d'un pivot backup normal. L'autre exemple sur cette année-là, sur cette année par exemple, c'est Steph Curry. Steph Curry, pour la première fois de sa vie, il a un on-off négatif. Alors que Steph Curry, c'est quand même voilà. La raison principale, c'est que son backup maintenant c'est Chris Paul. Donc il faut toujours penser à ça aussi quand on parle Wowi et on-off. Qui est le backup, qui joue quand il n'est pas sur le terrain. Ou pareil, tu prends les Cavs, Jarrett Allen et Evan Mobley. Les deux, ils ont un on-off qui est nul. Et donc tu pourrais dire, ils n'ont pas d'impact. Mais non, c'est parce que quand l'un sort, l'autre rentre. Et donc à chaque fois, il y a un pivot défensif compétent. Donc en effet, c'est pas dans le on-off qu'il faut regarder les performances. C'est faire attention à ces stats. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Non, mais Mitchell Robinson, effectivement, juste rapidement, avant sa blessure au mois de décembre, je crois qu'il s'était blessé. Non, j'avais beaucoup aimé. Il y a toujours cet aspect dissuasion. La mobilité qui est toujours là, même s'il est un petit peu moins agile que sur ses premières années où il était vraiment. Il a pris du poids, il a pris du muscle, donc il est un petit peu moins mobile, donc il rentre plus maintenant dans l'archétype du défenseur de drop classique, on va dire. Là où quand il était un peu plus jeune, on pouvait penser on va le mettre au niveau de l'écran, on va même le faire switcher sur des séquences. Mais bon, ça reste une valeur sûre. Alors je peux te lancer. Quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Knicks 2024? C'est premier. C'est 1. Ouais. Parce que les Knicks sont la première équipe de la ligue au rebond offensif. Tu parlais de ce jeu des possessions en défense. Ouais. Ça fait un moment qu'on parle de ce jeu de possession en attaque, mais il faut quand même le rappeler. Pourquoi l'attaque des Knicks est au niveau où elle est? En fait, le même raisonnement qu'on a eu sur la défense, on peut l'avoir sur l'attaque. C'est pas une attaque qui génère énormément de tirs au cercle. C'est pas une attaque qui génère énormément de tirs à 3 points. Pourtant, c'est la 10e attaque de la ligue cette année. La raison, c'est encore ce jeu des possessions. C'est la meilleure équipe au rebond offensif de la ligue, et assez largement. La raison principale, il y en a deux, c'est Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein. Mitchell Robinson, il est dans le 99e percentile des rebondeurs offensifs cette année. Donc il me semble qu'il y a juste Clint Capella qui est devant lui sur 36 minutes, je me rappelle plus. Mais t'as Mitchell Robinson, t'as Isaiah Hartenstein qui sont les figures de proue de ce jeu des possessions.
Et ensuite, tu as toute l'armée qui est derrière. Les DiVincenzo, les Josh Hart. Josh Hart, ça s'est beaucoup vu en playoff. Alors en playoff, l'échantillon est ultra limité, donc il faut pas faire d'analyse dessus, mais je trouvais ça drôle. Le top 15 des rebondeurs offensifs en playoff, t'as 3 joueurs d'Enix, t'as Robinson, t'as Hartenstein et t'as Hart, qui est au milieu des pivots, mais qui prenait 3 rebonds offensifs par match en playoff. Donc voilà, en fait c'est une équipe qui est moyenne offensivement partout, sauf là-dessus. Ce qui fait que c'est pas la 15e attaque de la ligue, c'est la 10e attaque de la ligue. Et ce qui donne ce net rating au final de plus 5 au lieu d'être à plus 2 ou plus 3, quoi. Ouais. Mais c'est là où c'est intéressant, je trouve, avec Robinson, c'est que, en fait, le rebond offensif, il y a 2 manières de le voir. En tout cas, il y a 2 aspects. Tu as un aspect qui est très stratégique global de l'équipe. Et je pense que les Knicks pratiquent ça. C'est-à-dire, si l'équipe a beaucoup de rebonds, c'est pas forcément toujours le fait de un joueur, c'est juste, ben voilà, si on envoie des mecs au rebond, c'est ça qu'il fait, quoi. C'est de créer des 2 contre 2 ou des 3 contre 3, des 3 contre 2 au rebond, enfin, essayer d'avoir un surnombre ou au moins un nombre de joueurs égal pour augmenter les chances d'avoir un rebond. Donc je pense que les Knicks pratiquent ceci. Donc, ils envoient des Hart, comme tu l'as dit, des DiVincenzo et autres, attaquer le rebond pour les obtenir. Donc il y a cette première partie, c'est une stratégie collective et globale à l'échelle de l'équipe. Mais de l'autre côté, on ne peut pas nier aussi que Mitchell Robinson, pour moi, fait partie de ces rares joueurs NBA qui, à eux seuls, peuvent être un peu le moteur d'une attaque à rebond offensif. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il n'a pas besoin que ça soit une stratégie collective. Il a aussi individuellement un peu cette transcendance ou ce côté où sa seule présence va créer des décalages entre guillemets au rebond, un peu, tu sais, comme on dit, lui c'est le moteur de l'attaque, il va créer le décalage de balle en main en création. Lui il y a un peu ce côté, quand il est sur le terrain, Robinson, il est tellement dangereux que à lui seul il peut être entre guillemets un moteur de rebond offensif. Et voilà, il n'y en a pas non plus des tonnes, des mecs comme ça en NBA. Il n'y en a pas non plus beaucoup. Mais lui fait partie, je pense, de cette caste où tu le mets sur le terrain, en tout cas sur les minutes où tu l'as, tu vas largement booster tes chances de faire ça. Donc c'est là où je pense qu'il y a des différences de profil assez énormes avec Hartenstein. Et là encore, si Hartenstein est parti pour le tel salaire qu'il a pu avoir à OKC, c'est pas parce que, beaucoup de monde dit ouais, c'est trop d'argent pour un backup pivot, mais oui, parce que c'est pas un backup pivot, c'est un pivot titulaire NBA. Donc il y a des différences de profil assez énormes. En un sens, ils étaient très complémentaires les deux, mine de rien. Oui. Mais clairement, ça c'est un aspect où Robinson est assez énorme, quoi. Et que Hartenstein n'était pas bon à ce point. Je pense que Hartenstein est plus un élément de la chaîne, un élément du collectif et d'une stratégie globale d'attaquer le rebond, mais Robinson, il était un peu l'élément qui peut être le mec qui pèse sur une défense de par cette menace au rebond. On va même pas rappeler la série de playoffs 2023 contre Cleveland, qui était totalement ça. C'est-à-dire que tu pouvais avoir un mec qui faisait un box-out sur lui, il arrivait quand même à passer outre le box-out, ou même, si il mobilise plus de un mec pour faire un box-out, et donc ça libère quelqu'un d'autre pour avoir le rebond, etc. Je pense qu'il y a cet aspect vachement important de, il n'a pas le passing comme Hartenstein, il n'a pas le shoot non plus, c'est pas du tout pareil, c'est quelqu'un de très sobre offensivement, mais mine de rien, dans ce fameux jeu des possessions et du rebond offensif des Knicks, il a aussi un rôle assez déterminant, modulo son état de santé, je trouve. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais je l'ai trouvé un peu logiquement, c'est pas anormal, mais logiquement un peu hors de forme quand il est revenu en playoff. C'est bien qu'il soit revenu très tôt, mais je pense qu'il aurait peut-être pu avoir 2 ou 3 mois de repos en plus, ça lui aurait fait du bien. Et j'espère que la saison prochaine, on aura un Robinson qui est encore jeune, très très jeune, beaucoup plus sur pied, beaucoup plus remis de ses blessures, quoi, finalement. Ouais, surtout que c'est ce que je disais un peu avant. La mobilité, c'est une des parties intéressantes de son profil. Quand c'était des problèmes au pied qu'il avait. Voilà, c'est sûr quand t'as des blessures au pied, tu perds en mobilité, et donc son profil perd aussi en attrait. Surtout que ça a jamais été quelqu'un qui a un très gros moteur. Tu vois, il a jamais joué là je regarde, son maximum de minutes par match, c'est 27,5. Donc tu vois, c'est jamais quelqu'un qui a beaucoup joué, un peu comme Clint Capella. Hein. Exactement. C'est jamais quelqu'un qui a eu beaucoup de temps de jeu. Donc il a pas un énorme moteur. Il a des problèmes physiques avec ses blessures. Le souci après qui se pose, c'est que, comme on l'a dit, pour l'instant, il n'a pas de backup. Donc tu places quand même tu passes une grosse partie de la réussite de ta saison sur Mitchell Robinson et sur sa santé, ce qui n'est pas forcément quelque chose où tu peux beaucoup avoir de certitude. Mais au-delà même du backup, je pense qu'au fur et à mesure des mois, s'était posé la question, même si nous, on avait parlé très tôt dans l'hebdo, non mais se poser la question aussi même du poste de titulaire, finalement.
parce que voilà, ils ont des profils différents, et finalement le profil offensif d'Hartenstein était ce qui collait aussi pas mal, et peut-être même le mieux par rapport au jeu de pick and roll de Brunson, et par rapport à tout ce qui est les connecteurs qui lui tournaient autour, les dribble and off, etc. Donc là, finalement, bon, c'est pas non plus un changement total, mais on revient un peu à l'ancienne version d'Enix, pas très ancienne, mais l'ancienne version d'Enix du début de saison, pas celle qu'on a vue en fin de saison autour d'Hartenstein, mais le Robinson qui a plus un rôle, comme tu dis, un peu à la Capella aussi, catch and finish et rebond offensif, qui a son impact aussi. Mais voilà, au-delà même de la question du backup, qu'il va falloir en trouver un, parce que peut-être que Jericho Sims, que j'aime bien, mais voilà, il fait quand même beaucoup de bêtises. En tout cas, maintenant, le doute est dissipé, maintenant que Hartenstein est parti. A priori, on devrait lui le retrouver dans un rôle de titulaire à plutôt gros minutage, quoi, je pense. Oui, je pense aussi. Donc je peux enchaîner avec ma deuxième stat du jour. Moi, c'était 1, le chiffre 1, tant qu'on est là-dedans. C'est le nombre de joueurs. Ah bah c'était mon chiffre aussi. c'est le nombre de joueurs FD qui répondent aux critères suivants. Plus de 12% d'usage, plus de 1500 minutes aussi, donc voilà, un temps de jeu conséquent pour pas prendre des joueurs anecdotiques, plus de 1,35 points par tir, donc une certaine efficacité, donc plus que ça comme critère, et plus de 1,04 de ratio de playmaking, le chiffre on s'en fiche, mais pour dire un certain ratio de playmaking, une certaine tendance à distribuer le jeu. Quels sont les joueurs? Il n'y a qu'un joueur qui répond à ces critères FD, et qui est-il? 1,35 de... 1,35 d'efficacité, 1,04 de ratio de playmaking, plus de 12% d'usage, le seul joueur NBA qui répond à ces critères. Hartenstein? Exactement, c'est Isaiah Hartenstein, le seul joueur qui répond à ces critères. Donc grande saison de Hartenstein, je pense qu'on peut en parler, vu qu'on fait le bilan, on se projette pas pour l'an prochain, mais on fait le bilan de la saison écoulée, je pense qu'on est un peu obligé d'en parler, d'en passer par là. Et bon, le critère d'efficacité 1,35, il est très très élevé. Si on descend à 1,20, qui est déjà très haut hein, pour le coup, mais 1,20 points par tir, donc en termes d'efficacité, on retrouve 12 joueurs qui sont à la fois à ce point efficaces et à ce point tournés vers le playmaking aussi, et on retrouve des LeBron, Jokic, Sabonis, James Harden, Doncic, Haliburton, Austin Reeves, Derrick White. Bref, il y a du passing, il y a de l'intelligence. Voilà. Et bon, je voulais un peu présenter ça parce que, comme dit, on fait le bilan et ça a été une très grande saison, à la fois en efficacité, mais aussi en termes de passing. Hein, playmaking, c'est la plaque tournante un peu ça a été une des plaques tournantes de cette équipe d'Enix, avec ce jeu de dribble and off où les mecs viennent chercher le ballon de ses mains et tourner autour de lui. Même il peut être placé en poste haut aussi, et il peut faire des passes en backdoor vers des joueurs qui coupent vers le panier, enfin pour des joueurs qui coupent vers le panier, pardon, dans des systèmes aussi en 5-out. Bref, il y a plein de manières différentes d'utiliser Hartenstein, et il a été utilisé de plein de manières différentes pour son passing. Et donc, la question FD, je te la pose. Comment est-ce qu'on fait pour le remplacer maintenant? On peut pas. On peut pas. Tu l'as très bien dit avant, son départ va forcément changer le jeu d'Enix en fait. C'était... c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Non, tu peux pas le remplacer. J'ai dit rapidement avant que Julius Randle pouvait combler certains manques, juste deuxième option offensive en fait. Mais non, tout l'aspect protection de cercle qu'il apporte, bah, tu le perds. C'est un profil unique, donc tu peux pas le remplacer. Ça, c'est la réponse facile. C'est la réponse facile puisqu'il te donne énormément de choses en fait. Et comme on disait tout à l'heure, je pense que Randle n'a pas du tout ce même type de synergie sur les dribble and off. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut le faire, mais il n'a pas ce genre de lecture rapide. Enfin voilà, c'est pas du tout le même joueur, quoi. Donc là où je me pose la question, c'est parce que dans ce bilan 2024, pour moi, alors de toute proportion gardée, et attention à pas le prendre littéralement, mais on avait un peu un truc du duo, tu sais, Jokic-Murray, pas dans le sens niveau de jeu, évidemment, je compare pas Hartenstein à Jokic, mais dans le sens où on avait un pick and roll où les deux sont un peu des créateurs passeurs, en fait, avec le duo Brunson et Hartenstein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur un pick and roll avec Mitchell Robinson, qui est un peu plus un finisseur classique, quoi. C'est-à-dire, il pose l'écran, il roule au panier, et puis il fait le dunk, quoi. Mais Hartenstein, je pense que c'est aussi pour ça que ça peut manquer, et pourquoi ça a aussi bien marché. À mon avis, il a beaucoup, beaucoup aidé Brunson et sa grande saison, mais parce que la synergie, elle est totalement différente, et que le fait qu'on ait, non pas sur le pick and roll, non pas un seul décisionnaire et un mec qui peut créer, mais deux, que les deux sur le pick and roll peuvent le faire, et d'une manière ou d'une autre, un pick and roll ou alors pick and roll inversé, dribble and off ou alors get action, où Brunson lance la balle vers Hartenstein plutôt que faire un pick and roll à la main, il lance la balle et ensuite il va la chercher dans les mains de Hartenstein, get action. Enfin bref, ce côté synergie et ce côté double, la dualité de menace, le poseur d'écran
et le porteur de balle entre guillemets, fait qu'à mon avis on a eu une très grande saison de la part des deux en fait. C'est un peu ça qui était à la base de tout ça. Et en effet, c'est une perte assez énorme. Bon, dans le lot aussi, il faut dire que j'ai cité un des seuls joueurs de NBA, un des 12 joueurs de NBA avec un tel passing et une telle efficacité. Il faut dire aussi que il avait beaucoup de turnover, beaucoup de déchets. Bon, c'est aussi, je pense, une part qu'on accepte assez largement. Mais en effet, plus de 17% de turnover, qui est un score assez cata. Et pour dire, parmi les joueurs avec un certain volume de responsabilité et une certaine tendance à passer, donc à prendre des risques, c'est le troisième plus gros joueur qui met, enfin, troisième plus gros total de turnover, pourcentage de turnover, derrière Draymond Green et Scoot Anderson. Voilà, on était aussi, il y a cette partie de déchets, il y avait aussi le fait qu'il n'a pas de shoot non plus, en tout cas pas beaucoup, donc il y avait aussi des défauts, mais comme dit, et toute proportion gardée, il y avait un peu ce côté, comme on a à Denver avec la synergie entre les deux dans le pick and roll, je trouvais qu'on avait aussi beaucoup ça entre Brunson et Hartenstein, quoi. Oui. Non, clairement, c'est. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire du côté d'OKC. J'ai hâte de voir si. Tu penses qu'ils vont le faire jouer avec Chet Holmgren en même temps sur le terrain? Je pense, ouais. Je n'imagine pas qu'il paye 30 millions l'année pour être un backup 20 minutes par match. Hein. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais tu vois, le même fonctionnement avec SGA. Ben ouais. Comme tu l'as dit avec Brunson, ça va être super intéressant à suivre. Il me semble que financièrement les Knicks pouvaient pas s'aligner, donc il y a pas de regret là-dessus. Mais par contre, ouais, c'est une super réussite. Je pense qu'on peut dire qu'on les met tous pas mal en termes de hipster, mais enfin, je te pose la question, est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils prennent une telle envergure? Non. En fait, c'était ma question pour toi aussi. On l'aimait bien, mais jamais on aurait imaginé ça en fait. Donc sans développement de son tir à 3 points, parce que c'était ça aussi la deuxième inconnue à l'époque, c'était est-ce que les petits flashs là qui montent à 3 points, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir maintenir? Finalement non, il s'est tourné vers autre chose offensivement, mais avoir un tel impact, non, je m'y attendais pas du tout. Et puis on parlait de l'âge de Mitchell Robinson, il a que 26 ans, Hartenstein a aussi que 26 ans. Oui, il est vraiment très jeune, ouais, effectivement. Et bon, on n'a même pas parlé, mais il y a un apport défensif, mais peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais il était pas mal aussi en défense, quoi. Mais en effet, tu vois, si je te pose la question, on peut faire un jeu de duel, si tu veux. Si je te dis, t'as une équipe, tu joues en pivot titulaire, tu préfères Hartenstein ou Nick Claxton? J'ai le droit à une réponse de Normand ou pas? Tu peux dire j'hésite, si tu veux. Ça va dépendre de la construction de ton équipe et de ce que tu veux faire. On va dire dans un aspirateur in a vacuum, comme ils disent, avec aucun paramètre, je pense que je préfère Hartenstein. Hartenstein ou DeAndre Ayton? Hartenstein. Oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, tu me diras, non, les Kings, ils ont pas de pivot, les Warriors, ils ont pas de pivot. Enfin, Hartenstein ou Kevin Looney? Hartenstein aussi. Ah, intéressant. Hartenstein ou le profil un peu d'Eric Lively. Tu sais, le profil catch and finish, rim runner. Je pense que je préfère Derek Lively. Ok. Avec une légère projection vers l'avenir. Oui, ça je peux comprendre. Ouais. Mais le profil rim runner qui peut switcher, très bonne protection de cercle, quoi. Je pense que je prends quand même Lively. Capella, on est d'accord qu'on préfère Hartenstein, a priori, à ce stade de sa carrière. Et si je te dis Wendell Carter Jr. J'aime beaucoup Wendell Carter Jr. Donc tu prends Carter Jr. Ce qui est intéressant avec Carter Jr., c'est que du coup, cette arme du 3 points, tu l'as. Il est au-dessus de la moyenne. Et tu vois, il a 37% cette année sur 4 tentatives. 5 tentatives par 75 possessions. Mais défensivement, je pense que Hartenstein comment tu les juges défensivement, les deux? J'aurais tendance à mettre Hartenstein légèrement au-dessus, défensivement. Je pense, ouais. Je pense aussi, même si j'aime beaucoup la polyvalence de Carter, mais Hartenstein fait de très beaux trucs. Je pense que j'ai une stat là-dessus, on en reparlera. Et alors, on va tester, on va voir si t'es un vrai fan des Knicks pour terminer. Tu penses qui a fait une meilleure saison et qui est le plus fort entre Hartenstein ou Joel Embiid?
la disponibilité et la meilleure qualité, donc Hartenstein. Ah, jolie pirouette. Jolie pirouette de fan des Knicks. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces New York Knicks 2024 ? Ma troisième, c'est de nouveau le chiffre 1. Ouais. 1, c'est le nombre de pull-up à 3 points pris par match par Miles McBride. Ah. Avec 37% de réussite. On augmente sur l'énorme échantillon des playoffs à 1,2 avec 40% de réussite. Alors que sur les saisons d'avant, on était à 0,4 et 0,2 par match. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a Miles McBride qui commence avec parcimonie à prendre du pull-up à 3 points. De manière générale, on a une hausse de volume sur son tir à 3 points puisqu'on est passé de 6 pour 36 minutes à 7 pour 36 minutes cette saison. Mais on a surtout une explosion de l'efficacité. On était en dessous de 32%, il me semble, les 2 premières saisons en NBA. On est à 40% de réussite cette année. La question, c'est est-ce que c'est une réelle évolution ou bien un petit échantillon statistique, même si sur une saison complète, on peut commencer à regarder, surtout que les lancers francs sont pas mal, il est à 85%. Est-ce que c'est une réelle évolution ? Est-ce que c'est une nouvelle corde à son arc ? Et est-ce que ça débloque quelque chose sur le reste de son jeu ? Puisqu'on a vu Miles McBride là, en fin de saison prendre vraiment des responsabilités et être au pire le backup de Jalen Brunson, au mieux quelqu'un qui peut jouer à côté de Jalen Brunson avec 2 petits et puis tu décales DiVincenzo en 3. Donc c'était un prétexte un peu pour parler de la saison de Miles McBride. Ce qu'on peut dire, c'est que tu vois notamment les 2 premières années en carrière, donc 22 et 23, il joue extrêmement peu dans des rôles très, très bizarres, donc effectivement pas le meilleur moment pour regarder les pourcentages à 3 points, parce que échantillon petit, mais surtout échantillon un peu particulier. Donc si on met un peu ça entre parenthèses, donc cette année il est à quoi ? 41%, ouais, comme tu as dit. Et donc plutôt que regarder les 2 premières années en carrière au Knicks, on peut regarder en fac, un indicateur comme un autre, et en fac il est à 37%. Sur ces 2 années à West Virginia, là encore pas un gros échantillon, mais plus on recoupe, plus on voit que, pour moi, je pense que 41% c'est une surchauffe. Voilà, quand on en est à voir McBride prendre des step back à 3 points, voire même un pull-up à 3 points sur la tête de Draymond Green, là je me suis dit bon, peut-être ok, si c'est vrai, on a une star en fait. Mais il y a peut-être un peu une surchauffe. Mais en tout cas, tu vois, si on recoupe depuis le début de sa carrière et tous les éléments lancés francs, comme tu dis, qui est aussi un bon indicateur du toucher de balle, il est vers 78-79% en fac et là 80% en NBA, sur cette année. Je pense qu'on a un shooter qui est totalement potable. Je pense pas qu'il faille s'attendre à 10 ans de carrière à 41%, mais en fait, c'est pas trop l'attrait de son profil. Enfin, en tout cas, c'est pas un requis nécessaire, je veux dire. On peut très bien avoir un joueur extrêmement viable qui est un défenseur au point d'attaque. En plus, assez polyvalent pour tout ce qui est stunt, activité off vol, mais le défenseur, plus un catch and shoot largement potable, plus un peu de création, un peu de pull-up à mi-distance, notamment parfois. Et en fait, on a un joueur qui est extrêmement satisfaisant déjà, en fait. Ouais, clairement. T'as tout cet aspect défensif qui est là. T'as l'aspect playmaking qui commence à se développer. Après, l'attrait de Miles McBride, c'est que c'est offensivement, il est presque dans le rôle d'un meneur gestionnaire un peu à l'ancienne. Il perd très peu de balles. Il a 6% de turnover percentage, c'est le cas dans le 95e pourcentiel. C'est quelqu'un qui fait relativement peu d'erreurs offensivement, qui est assez efficace, qui prend des bons tirs. C'est un peu le mec qui met en place ton attaque et qui par contre défensivement effectivement peut être mis en mission sur des postes extérieurs. On l'a vu pendant les playoffs, qui a un vrai attrait là-dessus. C'est pour ça qu'il avait été drafté d'ailleurs à l'époque. On rappelle que West Virginia, c'est la fac de Javon Carter, donc ils savent faire des petits pitbulls défensifs. Ils savent bien faire ça. Ils savent le faire très bien, tout à fait. Je savais que tu allais parler de West Virginia. Qui est aussi la fac de Joe Mazzulla. Ah oui, c'est vrai, en plus, tout à fait, tout à fait, West Virginia, avec la fameuse zone où Mazzulla était au milieu de la zone, comme il fait jouer Drew Holiday à l'époque, mais il était au milieu de cette zone, la zone 2-2 et 1 au milieu contre l'armada de Kentucky de DeMarcus Cousins, notamment, pour la petite anecdote. Mais non, effectivement, moi c'est un mec...
Tu vois, on parle de la défense, il avait déjà un peu commencé à gagner des minutes l'an dernier sur les playoffs contre Cleveland, mais aussi Miami. Je me souviens de séquences défensives avec McBride qui jouait défensivement sur Butler ou d'autres mecs comme ça. Honnêtement, moi, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai dans ma All Hip 13 de cette année. Donc, encore une fois, une équipe où je parie un peu sur des mecs assez jeunes, qui ont moins de 150 matchs NBA, etc. Des mecs pas connus du tout, quoi. Je l'aimais beaucoup après ces playoffs et j'ai voulu parier sur lui. Me dire et affirmer que je m'attendais à cette explosion offensive ou même à la moitié de cet apport offensif, ce serait mentir. Je m'attendais absolument pas à ça. Et donc, en fait, pour moi, c'est un home run, en fait. Hein. C'est absolument extraordinaire parce que je pensais que le défenseur d'élite ou de très très haut niveau, ça on l'aurait, ok. Mais je pensais que ce serait un joueur de rotation qui existerait en NBA comme ça, c'est-à-dire le spécialiste défensif. Là, petit à petit, je commence à me dire, mais en fait, ouais, d'après ce qu'il démontre, je vais pas parler de titulaire ou quoi que ce soit, mais on passe du joueur gadget qui joue 10 minutes ou 15 minutes par match selon les match-ups, à un mec où finalement tu lui donnes 20-25 minutes de jeu en play-off, ou même un peu plus, bah ça me va très bien, et puis parce qu'il est viable en attaque maintenant, et qu'en plus il est payé une misère, quoi. Donc c'est avec ce nouveau cibier et dans ce salary cap bouché, etc., avoir un mec qui a cet apport pour ce salaire, c'est extraordinaire, quoi. Ouais, juste le contrat, il a signé l'été dernier, il me semble, 3 ans pour 13 millions sur 3 ans. Ouais, donc c'est rien. Du vol. 5 millions par an, c'est rien. Ouais, c'est assez incroyable. Effectivement, j'aime beaucoup McBride, qui du coup, tu as parlé à 3 points, mais ce qui fait qu'au final, il a une efficacité qu'au niveau de la moyenne, efficacité générale, ouais. Ce qui est toujours très appréciable. Après, à voir à quel point c'était une surchauffe ou pas, mais j'ai quand même envie d'y croire parce que, en plus, tu en as parlé aussi, mais tu sais, il a un peu de création aussi, quoi. C'est pas que catch and shoot, hein. Il peut un peu faire de pick and roll à la passe. Il a un petit pull-up pas trop loin du panier, et puis il nous a fait des très bonnes sorties cette saison, hein, notamment contre les Warriors en playoff. Enfin, il a fait des gros matchs, quoi. Donc, non, franchement, un excellent ajout. Et comme dit, vu la rentabilité, niveau de jeu versus contrat, c'est une pièce extrêmement intéressante à avoir. Donc, ouais. Un chouchou de tous les deux, j'ai l'impression, McBride. Eh bien, ok, on peut avancer. Je peux te donner, c'est quoi, ma troisième, c'est ça? Troisième stade du jour. Oui, c'est ta troisième, ouais. Pour les Knicks. Eh bien, ma troisième stade du jour pour les New York Knicks 2024, moi, c'est moins 11,2. Qu'est-ce que c'est? C'est la perte d'efficacité infligée au panier par Isaiah Hartenstein en 2024. Et oui, puisque donc c'était, pour dire, hein, le 6e plus gros total de NBA. C'est-à-dire que parmi les joueurs qui défendent le panier avec un plutôt gros volume, donc minimum 5 tirs par match en moyenne défendus au panier, autour du panier, eh bien, il est 6e de NBA en termes d'efficacité autorisée au panier. Donc, c'est-à-dire que moins 11,2% de pertes infligées. Les adversaires shootaient en moyenne, enfin, shootaient face à lui 11% plus bas que leur moyenne habituelle ailleurs et contre d'autres joueurs. Donc autant dire que c'est 6e derrière Porzingis, Rudy Gobert, Walker Kessler, le pivot défensif aussi d'élite à Utah, Zubac, et puis Chet Holmgren. Et donc ensuite on a Hartenstein qui est même devant Wembanyama, imaginez-vous. Bon bref, faut pas la prendre au... Ça veut pas dire qu'il est meilleur que Wembanyama en défense évidemment, mais c'est pour dire aussi que tu vois, il est à moins 11,2 cette année, ce qui est clairement un score d'élite quand on atteint la barre des moins 10, cette barre un peu symbolique des moins 10. L'an dernier, il était que à moins 6, donc qui est un peu plus moyen, qui est pas du tout mauvais, mais qui est un peu plus, voilà, moyen, même bon, on peut dire, bon, mais pas très bon. Mais je voulais aussi le souligner parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'il nous fait ça. En 2022, déjà, il avait sorti un score à moins 10%. Donc c'est pas du tout, je pense pas que ce soit une surchauffe, je pense pas que ce soit genre le contexte parfait où il y a des mecs qui défendent autour de lui, donc il aide un peu à affecter le pourcentage, etc. Je pense qu'on a sans doute un aspect où il est un peu vu, enfin il est perçu moins bon que ce qu'il n'est en défense, pour je ne sais quelle raison, peut-être parce qu'il est polyvalent, peut-être parce qu'il est aussi bon en attaque, et que tu vois il y a un peu le truc de Mitchell Robinson c'est le défenseur, et Hartenstein c'est l'attaquant. Alors qu'en fait, non. Ou alors le truc de Robinson, c'est le protecteur de panier, et Hartenstein, c'est le défenseur polyvalent. Oui, il est polyvalent, mais il est aussi extrêmement bon en protection de panier, parce qu'en fait, il n'a pas forcément des atouts d'élite du genre une envergure de bras immense, ou alors de l'explosivité, ou ce genre de trucs d'athlète de très haut niveau. Par contre, il est toujours très... il a d'excellents fondamentaux, en fait. Toujours en bonne position, les bras bien levés, la verticalité, pas de faute, etc. Et comme il est toujours en bonne position avec le bon timing, en fait, il fait les actions. Donc voilà, c'est assez... D'ailleurs, c'est assez bluffant quand tu regardes les progrès par rapport à Houston de ce point de vue-là. Et je voulais un peu insister là-dessus parce que
Tout à l'heure, j'ai dit des chiffres offensifs sur Hartenstein, et je t'ai dit comment est-ce qu'on va remplacer l'attaque. Comment on remplace la défense FD? Tu fais jouer Mitchell Robinson 48 minutes par match pour maintenir à peu près le même apport défensif. Non, alors défensivement, on va dire le profil de l'équipe va forcément devoir changer défensivement si tu trouves pas un deuxième protecteur d'arceau. J'ai vu là juste avant qu'on prenne l'antenne qu'apparemment les Knicks étaient intéressés pour prendre le reste du contrat de Clint Capella, qui a encore 1 an. Maintenant, tu vois, tu prends Clint Capella, Mitchell Robinson. C'est des profils qui se ressemblent beaucoup. Tu leur donnes 24 minutes chacun. T'as un apport, on va dire, assez équivalent. Ça remplacera pas l'importance qu'a eu Isaiah Hartenstein en termes de protection de cercle. Et puis même on l'a vu faire des choses un peu différentes. Il n'est pas exclusivement dans du drop, Hartenstein. Non. Donc, non, mais tu veux dire un peu le modèle Dallas où t'as pas un gros pivot, mais tu fais un peu une rotation de 2 moyens, deux moyens intéressants, hein, Lively et Gafford, et ça te fait 48 minutes de qualité. Tu peux aussi faire ça peut-être avec si tu vas chercher un Capella ou un mec comme ça, quoi, tu veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ça remplacera pas tout ce que Hartenstein a apporté, notamment en termes de deflections, de mains actives. En fait, Robinson, il a les mains actives pour contrer. Déviation de ballon, littéralement, je crois. Voilà, c'est ça. Mais Hartenstein, il les a aussi, on va dire, pas que verticalement, aussi horizontalement. Ouais. Là où Robinson, c'est un peu moins comme ça. Donc non, tu le remplaces pas défensivement non plus. Et là où je dis que les Knicks vont devoir un petit peu changer de profil défensif, parce que avec l'arrivée de Mikal Bridges, je pense que le but c'est de faire jouer les 4 de Villanova ensemble, en même temps sur le terrain, donc Brunson, DiVincenzo, Bridges, ouais, pas forcément Hart, non, Hart il peut sortir du banc, c'est pas un souci. Et Omari Spellman aussi, hein, n'oublie pas. Oui, Omari Spellman. Ils vont aller chercher Spellman ou... Non, comment il s'appelait le pire joueur NBA que j'ai jamais vu? Eric Pascal aussi, de Villanova. Oh, Eric Pascal. Non, mais c'était une super équipe. Et Omari Spellman qui a fait une super carrière internationale avec le Liban, il me semble. Ah oui? Ouais. D'accord. Il joue toujours au basket. Il me semble qu'il joue avec le Liban. Mais non, mais effectivement, tu parlais des Villanova Knicks, mais je voulais un peu citer cette stat parce que, comme dit, il est 6e meilleure efficacité, en tout cas meilleure perte d'efficacité infligée au panier en tant que protecteur de panier. Et c'est pas non plus une anomalie parce qu'il a déjà fait un moins 10% il y a 2 ans. Donc voilà, je pense que ok, Robinson, en fait, le delta entre Robinson et Hartenstein n'est peut-être pas si grand que ça en termes de protection de panier. D'ailleurs, moi, je pense que je préfère Hartenstein, mais bref. Mais je pense qu'il y a aussi tout un jeu de... Globalement, je préfère Hartenstein en défense parce qu'il y a eu ce jeu dans le périmètre aussi, où je pense qu'il est largement meilleur que Robinson, hein, tout ce qui est couverture des pick and roll, etc. Et c'est pas tant... Enfin, il a de la mobilité, mais c'est aussi une question de timing, de savoir-faire, de maîtrise, de placement. De placement, exactement. Voilà, c'est pas que le fait qu'il soit mobile, c'est le fait que ses outils, il utilise hyper bien parce qu'il est hyper intelligent. Et donc voilà, je voulais tout de même insister parce que cette protection de panier, elle est peut-être un peu sous-estimée chez lui. Donc pour les Knicks, pas désolé. Pour les fans de OKC qui écoutent pour entendre parler de Hartenstein, voilà ce que vous gagnez aussi. Je pense qu'il y a un aspect qu'on n'a pas trop discuté aussi, mais c'est le rebond. Alors rebond offensif, on en a parlé tout à l'heure, mais le rebond défensif. Et ça, pour le coup, à OKC, c'est un truc qui va beaucoup aider. Tu parlais un peu de comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Je pense que 30 millions l'année, c'est pas fait pour être backup à 20 minutes par match, clairement. Je pense tout de même qu'à OKC, il y aura un peu des minutes décalées, donc du staggering, littéralement, mais des minutes un peu décalées où ce sera un peu, peut-être les deux vont démarrer, mais ensuite, soit Chet, soit Hartenstein, puis ensuite en fin de match, peut-être les deux encore. Mais voilà, je m'attends plutôt à ça. Donc, essayer de décaler les minutes, mais aussi parfois des séquences où tu as les deux. Et je pense qu'un aspect où OKC peut recevoir de l'aide, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément un spacing génial. Il va t'amener un compromis de spacing, mais un apport défensif de pick and roll, de protection de panier, et puis donc de rebond qui va faire beaucoup de bien à OKC puisque c'est une de leurs faiblesses. Et puis j'avais peut-être même 2 autres trucs par rapport à ce que tu as dit, de l'horizontalité de son jeu, de son activité même horizontale et pas que verticale au panier. Mais donc Hartenstein sort de cette saison avec 2% de steal percentage et 2,3% de block percentage. Non, mais sachant que les profils avec 2 et 2, c'est rare. Ah ben, pour te dire, c'est le seul.
Le seul en NBA, Voilà. cette saison, avec 1500 minutes, 2% de steal percentage et de block percentage. Il y en a qu'un. Et c'est lui. Donc c'est pas mal. Tu vois, c'est le seul en NBA avec une certaine efficacité et en plus un playmaking. Tout à l'heure, on a dit. Et là, c'est aussi le seul. 2% de steal percentage et 2% de block percentage. Et bon, si on descend un peu le critère à 1,5% de steal, il y a certains intérieurs qui viennent se rajouter, hein, des Wemby, des Embiid, des Jaren Jackson, Paul Reed, Gafford aussi, etc. Il y en a quelques-uns. Ils sont 7 en tout. Mais voilà, on a aussi affaire, comme tu dis, à quelqu'un qui est extrêmement, enfin, protection de panier d'un côté, mais aussi style, aussi pick and roll, aussi les mains actives sur le plan horizontal. Et voilà, c'est le seul intérieur de NBA avec minimum 2% de style, ce qui en dit beaucoup aussi sur ce profil extrêmement complet. Donc j'insiste une dernière fois, non, 30 millions l'année, ce n'est pas un backup. C'est un titulaire NBA pour moi. Ce qui est bien, c'est que si jamais des gens nous écoutent sans avoir jamais vu jouer Hartenstein jouer et qui regardent un petit peu les sites de stats avancés, tu sais, les all-in-one, ils vont penser qu'on parle d'un All-Star, quoi, parce que selon certaines stats all-in-one, là j'ai le EPM de Dunks and Freeze devant moi, c'est le 13e meilleur joueur de la ligue, deuxième meilleur défenseur de la ligue après Jonathan Isaac. Donc voilà, on n'en est pas là, c'est pas ce qu'on est en train de dire. 30 millions c'est beaucoup, mais voilà, ça peut se justifier, et c'est une énorme perte, c'est pour ça qu'on peut pas le remplacer. Donc l'un dans l'autre, avec ce qu'on a dit sur l'attaque et sur la défense, ben voilà, quand on fait le bilan d'Enix, on est obligé de parler de ça parce que le bilan d'Enix 2024, c'est aussi, alors pas que lui, il y en a un autre joueur dont on n'a pas encore parlé, je pense qu'on va en parler, mais c'est aussi la saison splendide de Isaiah Hartenstein, avec, comme tu dis, même les all-in-one sont assez clémentes sur lui. Bon, all-in-one, c'est des stats, des équations d'un mec qui fait son truc arbitraire. Hein. Ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein. C'est juste pour des reflets de valeur un peu générales, etc. Faut pas dire c'est le 13e meilleur joueur de NBA parce qu'il a le 13e meilleur score, mais en effet, on est d'accord. Super saison de Hartenstein. On aurait bien voulu qu'il reste au Knicks d'ailleurs, mais bref. Avançons, quelle est donc ta 4e stat du jour à nous présenter pour les New York Knicks 2024 ? Justement, il y en a un, il y a quelqu'un dont on n'a pas encore trop parlé. Donc ma stat c'est 7e, et donc c'est 7e Jalen Brunson. Ah ouais. Non, je vais pas faire celle-là, je vais 5. Ouais. 5,86. C'est la moyenne de temps en secondes où Jalen Brunson a la balle à chaque nouvelle touche de balle. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est même le premier en NBA. Alors, ah oui, c'est le premier en NBA, ouais, il y a juste devant Trae Young, enfin pour donner un peu une idée, hein, il a 5,86, il est premier. Derrière, il y a Trae Young, Ja Morant, Gilgeous Alexander, Damian Lillard. Si on prend un autre indicateur qui est le temps de possession, donc littéralement le nombre de secondes par possession où un joueur a la balle en main. Donc pas le temps par touche de balle, tu veux dire, mais le temps global cumulé, on va dire. C'est ça. Ouais. Et donc il est premier aux deux. Il est premier aux deux, avec Luka Doncic deuxième. Si on prend le nombre de dribbles par touche de balle, il est premier. Ouais. Il est premier avec SGA derrière, et puis Trae Young, Ja Morant, bref. On commence à comprendre un petit peu le principe. Il y a juste une anomalie statistique. On a Javonte Smart, tu sais, un backup de backup aux Sixers, qui a, alors il faudra m'expliquer, qui a en moyenne par touche de balle 24,84 secondes. Ce qui n'est pas possible en fait, puisque le maximum qu'on peut avoir c'est 24. FD, c'est pour ça que toute recherche stat commence par un filtre de match de minimum 40 matchs. Ouais, mais là c'était tellement évident qu'il n'y avait pas besoin. C'est vrai. Mais voilà, donc il y a eu un petit bug. Donc il a fait une Will Chamberlain de la possession de balle en fait.
C'est ça. Chamberlain qui en 62 joue ça. 48 minutes et demie par match parce qu'il jouait tout et même les prolongations. Mais ouais, effectivement. Non, alors je place la mienne avant que tu développes comme ça parce que c'est un peu la même et on est dans le même thème et on pourra parler de lui plus globalement. Moi j'avais 4 parce que c'est le 4e plus gros usage de NBA et donc pour continuer un peu t'as cité le temps de possession, moi je cite l'usage. En fait, on est totalement dans une héliocentrisation de Brunson qui encore il y a quelques temps était un créateur normal, qui a émergé en créateur normal et qui se mue de plus en plus vers ce qu'on appelle les joueurs héliocentriques, c'est-à-dire autour de qui tout va tourner et qui a un énorme volume. Donc il est 4e actuellement en usage, en volume de responsabilité, derrière les classiques, je crois que j'ai pas noté, mais c'est SGA, Doncic et Trey de mémoire. Mais voilà, je te laisse poursuivre sur ce nouveau joueur héliocentrique qu'on n'a pas vu venir. Non, bah c'est clair qu'on n'a pas vu venir. Tu disais créateur, on peut même dire 2e créateur quand il était encore à Dallas. Oui. Il a commencé d'ailleurs créateur de banc, puis ensuite 2e créateur à côté de Doncic, puis 1er créateur quand Doncic était blessé. Donc toute la question quand il arrive à New York, c'était est-ce qu'il va réussir à être créateur primaire. L'année dernière il a réussi, et puis là cette année tous les garde-fous ont sauté, et puis on y va. Et puis en playoff c'était encore pire. Enfin c'était encore plus. Ce phénomène était encore plus exacerbé. Je dirais pas si c'est bien ou pas, mais on est totalement dans une hélocentrisation, c'était ce que je m'étais noté aussi. Avec le développement de son playmaking cette année, il a 31,5 d'assist percentage, 97e percentile, avec du déchet, mais c'est normal, ça vient avec. On en a parlé. L'aspect intéressant de Brunson qui le différencie d'autres, par exemple de Luka Doncic, c'est sa taille. Il est référencé à 6'2", donc c'est, je sais plus combien c'est en centimètres, c'est un 88. J'ai l'impression qu'il fait moins qu'un 88 quand même sur le terrain. Oui. C'est Ben Taylor qui le disait aussi. Il fait plus 6'1", on va dire, on est d'accord. Voilà, au minimum. Ouais. Mais l'aspect intéressant de sa taille, c'est forcément les angles de passe sont plus compliqués, les tirs sont plus compliqués aussi, c'est pas des très bons tirs qu'il prend. Mais bon, l'efficacité est là, donc on peut pas dire grand chose. Mais voilà, cette année c'était surtout le playmaking qui a continué à se développer. C'est aussi pour ça que la stat d'usage est plus grande, puisqu'il y a plus de passes décisives. Mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience hélocentrique qui va peut-être légèrement se muer l'année prochaine avec l'arrivée de Michael Bridges? Peut-être qu'on va être moins là-dedans. Je pense que il y a un peu des éléments, c'est-à-dire qu'il y avait le fait que lui continue à prendre en responsabilité. À quel point aussi est-ce que ça n'a pas été accentué par la blessure de Randle dont on a déjà parlé, mais qui fait que du coup voilà, on a des créateurs un peu sympathiques à côté, mais c'est pas non plus la folie quoi. Donc je pense que Randle, son absence a un peu participé à faire augmenter son héliocentrisation, mais de base c'est quand même lui qui, à mon avis, est appelé et veut prendre plus de responsabilités. Mais ce que je m'étais noté aussi, c'est dans ce côté héliocentrique, pourquoi est-ce que j'avais comme stat le volume et tout cet aspect-là, c'est que ce qui est assez bluffant avec lui, c'est que tu as l'impression que année après année, et comme tu l'as décrit, en fait il change de rôle à chaque fois, il passe les obstacles année après année, et à chaque fois il les passe, il les réussit quoi. C'est-à-dire que, comme tu dis, il commence joueur de banc à Dallas, et puis ensuite il devient joueur un peu plus majeur à Dallas, second créateur, et puis ensuite il devient star New York, mais star un peu classique, et puis là maintenant il devient star héliocentrique avec encore plus de responsabilités. Bref, ça fait 4 ans que son usage et son volume et ses responsabilités augmentent, et pourtant à chaque fois on a le même rendement, on a la même efficacité, ce qui en soi est donc atteste tout de même d'un certain niveau et d'une progression, parce que faire la même chose aussi bien sur pourtant à chaque fois plus de volume, c'est assez admirable quoi. Et là je pense que, comme dit, alors il y a eu l'aide de Hartenstein qui a contribué, il y a eu tout ce qui est connecteur, shooter autour de lui qui contribuent, hein, les charts DiVincenzo qui fluidifient le jeu, etc. Mais clairement on a une prise de pouvoir en termes c'est un des joueurs les plus gros joueurs en termes de pick and roll de toute la NBA, là, un des plus gros drivers aussi. Voilà, on a vraiment un vrai joueur héliocentrique, alors que le mec il y a 4 ans on l'a pas vu venir quoi. Alors que tu sais, d'habitude les mecs héliocentriques, souvent on les voit venir de loin, c'est des stars, c'est des joueurs hyper talentueux qui s'installent très vite dans ce rôle-là, tu vois, même sans parler de Westbrook ou de Harden, mais Doncic et Trae Young, à la draft on pouvait se douter que ça pouvait tourner comme ça, d'ailleurs ils sont de la même draft, mais lui un mec qui il y a encore 2 ans était juste une deuxième option, là d'un coup il explose en tant que gros joueur de pick and roll à gros volume, et en plus qui est bon là-dessus, c'est assez étonnant. Et encore une fois, il y a 2 ans il était à 23% d'usage, 23 en 2022. Et là, il est à 34 quasiment cette année, avec pourtant la même efficacité. Donc ça, c'est assez admirable. Et je pense que l'autre élément, en plus du pick and roll,
Voilà, je pense que il n'y a pas de révolution dans son jeu, c'est juste que ce qui se faisait de bien, il le fait encore mieux. Et tu as parlé de sa taille, avec ce centre de gravité très bas, je pense que ça lui sert beaucoup dans tout ce qui est nuance de pick and roll et de drive, en fait. Le fait d'avoir un centre de gravité très bas, comme Trae Young, fait que sur les changements de direction et sur les nuances de dribble, il est d'autant plus tranchant parce qu'il part de plus bas, comparé aux autres athlètes qui sont plus grands et dribblent plus haut. Donc ça, c'est important. Et l'autre élément où il commence un peu à changer le jeu et pas juste à améliorer ses forces qu'il faisait déjà bien, mais l'autre élément qui change, c'est un peu le pull-up à 3 points. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est un truc où, quand il débarque à Dallas, à New York, pardon, on avait fait un podcast ensemble, je crois que tu avais écrit un article, on en parlait, on disait, mais est-ce que vraiment le pull-up à 3 points peut arriver ou pas? Est-ce qu'il y en a besoin ou pas? Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que, en effet, année après année, le pull-up à 3 points est en train d'arriver. Pas que le pull-up à mi-distance, mais l'an dernier, il était à 3 pull-up à 3 points par match, qui était déjà une amélioration par rapport à Dallas, où il en prenait 1 par match, je crois. Et là, cette année, si la page est bien chargée, mais je crois qu'on était à plus de 4 cette année, oui, c'est ça. 4,3 par match cette année, donc le nombre de pull-up à 3 points continue à augmenter. Alors que, il y a 2 ans, on se disait, il a un petit pull-up à 2 points, il aura peut-être jamais la portée de tir à 3 points, ce sera peut-être un plafond. Là, non. Là, on voit que même ça, il est en train d'exploser ce plafond-là et d'étendre la portée de son tir jusqu'à 3 points, en fait. Ouais, et puis une explosion encore en playoff où il passe encore une étape dans l'héliocentrisation. Après, je parle des playoffs aussi parce que c'est ça aussi la question qu'on se pose avec ces éléments héliocentriques, jusqu'où tu peux aller avec ça, en fait. Parce que l'efficacité, mine de rien, on est à 60% de true shooting percentage, donc 75e pourcentage, c'est bien, c'est très bien même, mais c'est pas non plus élite. La question, c'est jusqu'où tu peux aller avec ça, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre quand même avec ce type d'utilisation? Alors j'entends la critique, mais là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi c'est juste qu'il manque d'aide, en un sens. Mais tu vois, la critique, on l'a fait d'habitude à des Doncic, à des Harden, à des Westbrook, à des John Wall, à des Trae Young. La critique, elle vient du fait que ce sont des profils qui manquent de flexibilité. Or, avec Brunson, pour moi, c'est pas tant que lui ne peut pas, c'est juste qu'actuellement, il n'y a pas d'aide, il n'y a personne autour. Mais tu vois, si le jour on lui rajoute une autre star à côté ou un autre créateur majeur, je pense que lui a beaucoup plus cette flexibilité de profil et de pouvoir s'adapter et de jouer off-ball, en fait. Donc, oui. Je suis d'accord qu'il y a des limites un peu dans le de facto. Si tu te dis, si t'as que lui, il n'est pas forcément non plus niveau Doncic dans cet héliocentrisme. Mais s'il y a que lui, t'as une limite. Mais la limite, elle vient pas du manque de flexibilité pour moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, c'est pas elle vient pas de son profil. C'est ça, voilà. C'est plus une limite de je manque de munitions, quoi. Je manque de force de frappe, en fait. Mmh. Ouais, mais c'est pour ça que, c'est ce que je disais aussi avant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'ajout de Mikal Bridges, qui lui, mine de rien, honnête, a eu cette expérience avec le ballon en main et la manipulation et du pick and roll. Hein. Est-ce qu'il revient avec ces automatismes-là, ou bien il reprend le rôle un peu qu'il avait à Phoenix, plus un spot-up shooter? Donc la grève va être intéressante et je pense que ça va aussi avoir un impact sur l'utilisation de Brunson. Et je m'étais noté, donc moi ma quatrième c'est la même, hein, un peu c'est ça, donc je l'ai dit, c'est l'usage, mais j'avais d'autres stats un peu sur Brunson. 4 joueurs qui répondent aux critères suivants NBA, à peine 4. Plus de 1500 minutes, donc un temps de jeu assez important pour enlever certains temps de jeu un peu anecdotiques. Plus de 1,20 points par tir, donc un certain niveau d'efficacité, plus que ça, et moins de 9% de turnover. Eh bien, il n'y a que 4 joueurs qui répondent à ces critères sur un gros volume. Ce sont Kyrie Irving, Kawhi Leonard, SGA et Jalen Brunson. Donc voilà, ça que j'aime aussi dans son profil, c'est que on a parlé de cette héliocentrisation, notamment avec beaucoup de pick and roll aussi. Ce qu'on remarque, c'est ça aussi la grande différence avec Harden, avec Doncic ou avec d'autres profils, c'est que certes, il est héliocentrique, tout tourne autour de lui et beaucoup, et en même temps, on voit qu'il y a très peu de déchets. Il est à moins de 9% de turnover percentage, là où d'habitude, on est plutôt autour sur des gros volumes comme ça, 12, 13, 14, des trucs assez moches, et ce qui est compréhensible, parce que plus tout tourne autour de toi, plus tu prends des risques de passe, et plus tu as le ballon, plus tu as de chances de le perdre aussi. Et lui, on n'a pas ça, quoi. Donc on n'a même pas ce compromis des pertes de balles. On a juste un joueur qui est efficace, qui perd peu le ballon, sur pourtant d'énormes responsabilités. Donc ça rajoute un peu au côté excellentissime saison de Brunson, qui à mon avis a quand même passé un cap cette année, quoi. Ouais, clairement. Comment tu le mettrais dans la hiérarchie des créateurs NBA? Pas au général, mais sur l'attaque, je veux dire. Est-ce que tu le mets catégorie Doncic? Est-ce que tu le mets catégorie chapeau 2? Est-ce que chapeau 3?
Dis-moi un peu comment tu le vois dans cette hiérarchie. Bah, je le mettrais dans la catégorie. J'aurais un chapeau 1 avec Doncic, SGA. Et je pense que c'est tout. Je le mettrais dans la catégorie du dessous, qui est celle de Ja Morant, de Trae Young. Et je pense que je mettrais Jalen Brunson en haut de ce chapeau-là, quoi. Si c'est un peu mes duels, ouais. C'est par rapport à Ja Morant, tu le mets au niveau ou peut-être un peu au-dessus par rapport à Ja Morant. Légèrement au-dessus, mais dans ce groupe-là, quoi. Ouais. Si je te dis Trae Young, effectivement, aussi. Ouais, pareil, même groupe, peut-être un peu au-dessus. Je crois que sur l'attaque, je préfère Trae Young. Je pense. Mais c'est beaucoup plus proche qu'il y a un an. Ouais, c'est clair. Assez clairement. Je pense que chapeau 1, j'aurai encore un mec comme Lillard. Enfin, dans une bonne saison, en tout cas. Ouais, c'est un compliqué. Mec comme Lillard. Ouais. Là, il a fait une mauvaise saison, en effet. Mais donc, bon, du coup, j'ai compris que si je te propose du genre un Darius Garland, tu me dis non, alors. Kobe White ou Darius Garland? Kobe White et Garland, tu prends Brunson assez facilement, quoi. Oui, Ouais, je suis assez d'accord, alors que tu vois, pour moi, l'an dernier, on était sur cette catégorie. Pour moi, on était Brunson au coude à coude avec un Garland, alors que là, il y a eu un step-up que je trouve Garland n'a pas eu encore. Donc voilà, c'était nos quatrièmes stats du jour pour les Knicks, c'était la même. Et donc, est-ce que tu en as une cinquième? Est-ce que tu as une cinquième stat du jour à nous présenter pour les Knicks 2024? Ma cinquième, c'était le fait qu'ils font très peu de fautes et qu'ils donnent très peu de lancers. Maintenant, moi, je peux te donner une autre stat. Vas-y. C'est 22. C'est le nombre de points marqués par Tyler Kolek, le nouveau rookie en Summer League. Donc, je te propose qu'on fasse une analyse là-dessus. J'ai aucune idée de qui c'est. Moi, le seul mec de la draft que je connais, c'est Bronny James. Ah bah voilà. Bah oui, parce que tout le monde en parle. Si je te dis OG Anunoby, Josh Hart, DiVincenzo, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de leur saison? C'est vrai qu'on peut en profiter pour... on n'a pas des tonnes de stats non plus, mais on peut faire le bilan de ces joueurs-là. Je pense que Anunoby, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a vu, c'est directement l'impact défensif. Le problème, ça a été la santé. Mais on est à peu près d'accord pour dire que même s'il n'y a pas un énorme volume offensif, c'est pas ça qui importe, quoi. Non, ça va être intéressant de le voir. Est-ce qu'il va prendre la place de Randle et il va jouer poste 4 avec Bridges et DiVincenzo? Est-ce que ça va être ça la rotation? Mais effectivement, en fait, il y a l'aspect défensif qui effectivement crève l'écran et c'est ça l'aspect le plus important de son profil. Au-delà de ça, offensivement, il t'apporte quand même mine de rien. Tu vois, il finit la saison à 38% à 3 points. Ce qui semble être son pourcentage de forme, on va dire. Hein. Au Raptors, il fait 2 saisons de suite à 39, il fait une saison à 36, il revient à 39. Donc voilà, c'est ça. C'est pas un gros volume, mais c'est le tarif à peu près. Donc il te donne ça, qui est déjà au-dessus de Josh Hart, qui t'offre un peu la même chose défensivement avec la création de chaos, mais qui a beaucoup moins de garanties en attaque. Et le profil d'Anunoby est sympa aussi, puisque sur les coupes, il est super intéressant. Et il y avait une super alchimie entre Hartenstein et Anunoby qui s'était créée. Donc non, Anunoby, vraiment une super addition. Hâte de le voir sur le temps long, en fait, puisqu'en fait, il a vraiment joué par séquence. Il est arrivé, il a joué un mois. Il est revenu, il s'est blessé. En playoff, c'était pareil, il n'a pas fait de série complète. Donc voilà, après, tu parlais de Josh Hart rapidement. Une super série de playoffs, mais à l'image de Josh Hart en fait. C'est de la création de chaos. C'est pas très efficace, mais ça a de la valeur puisque voilà, ça force des pertes de balles. Ça amène du jeu rapide. C'est une équipe qui joue très très lentement. C'est la 30e équipe en pace. Les Knicks, c'est l'équipe qui d'ailleurs a les possessions les plus longues de la ligue aussi. C'est une équipe qui joue pas en contre-attaque. Parce que Jalen Brunson, oui, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. C'est bizarre parce que tu prends beaucoup de rebonds défensifs. Donc normalement les rebonds défensifs doivent amener de la transition. Mais après quand tu regardes les profils, Julius Randle c'est pas quelqu'un qui aime courir. Jalen Brunson c'est pas non plus quelqu'un qui joue rapidement. C'est quelqu'un qui est très méthodique, qui joue les angles plutôt que de jouer en vitesse.
C'est pas John Wall, quoi. Voilà, c'est pas John Wall, c'est pas Ja Morant non plus. Oui, pardon, je t'ai resté sur la version d'il y a 10 ans, moi. Mais effectivement, maintenant, il faut dire, c'est pas Ja Morant, c'est la version actualisée, effectivement. Ouais, parce que John Wall, la dernière version de John Wall qu'on a vue, il joue pas beaucoup en contre-attaque non plus. Ouais. Mais donc non, Josh Hart a cet aspect-là qui est intéressant. 1, la contribution au rebond. 2, la création de balles perdues pour les adversaires. Et 3, c'est quelqu'un qui arrive à mettre un petit peu de rythme et à forcer un petit peu de transition, qui sont quand même des possessions plus intéressantes que des possessions sur demi-terrain. C'est Stan Van Gundy, là, qui était au commentaire en playoff, qui a été coach, évidemment, de Orlando, mais surtout, pas surtout, mais plus récemment, en tout cas, des Pelicans, qui a coaché Josh Hart et qui arrêtait pas de répéter à chaque match où il commentait, il disait je le répète à chaque fois, mais Josh Hart, c'est un des meilleurs de NBA pour mener la contre-attaque. Tu sais, je sais pas si t'écoutais les commentaires quand t'avais les matchs de brancher sur les playoffs. Il arrêtait pas de répéter Josh Hart, c'est un des meilleurs de NBA parce qu'il l'a coaché, il l'a vu de près, un des meilleurs de NBA sur le coast-to-coast. Et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque match, il te sortait une action. Et je pense qu'il faut aussi se rendre compte de cette valeur-là. Et ça a l'air de rien. Et puis la transition, on se dit, c'est sympa, mais tout le monde faire la transition. Et en fait, non, il y a quand même des catégories de transition. En tout cas, il y a des catégories de joueurs où tu as des joueurs qui, là, en fait, la valeur, c'est que la capacité d'accélération fait que une possession de demi-terrain, avec ta vitesse, tu arrives à la transformer et à saisir une opportunité en transition, plutôt que juste remonter la balle, la ralentir et jouer le jeu. Et donc, notamment, en fait, c'est une capacité à transformer des possessions de demi-terrain, je dis n'importe quoi, mais à 0,9 points par possession, en de la transition, où ça va être en moyenne 1,40 ou 50, quoi. Un truc assez énorme, quoi. Donc, la valeur, elle est aussi là-dessus. Et c'est, oui, on peut se dire, tout le monde peut courir en transition, il n'y a que des athlètes d'élite en NBA, c'est normal. Non, à mon avis, Josh Hart fait partie de cette catégorie de mecs qui peuvent accélérer le rythme. Et en fait, la valeur, elle est dans la capacité à transformer des positions qui auraient dû être sur demi-terrain et donc moins rentables en des possessions beaucoup plus rentables. Mais moi, j'avais noté une autre stat aussi sur Josh Hart. Pour aujourd'hui, c'était 31. C'était le pourcentage à 3 points qui continue de faire des montagnes russes. Josh Hart en carrière, on sait toujours pas si c'est un bon shooter ou pas. En carrière, en tout cas, en moyenne, il est à 35 en moyenne. Mais non, je dis ça aussi parce que l'an dernier, il était arrivé, il avait fait 50% à 3 points sur ses 25 ou 30 matchs joués en fin de saison dernière. On savait que c'était pas tenable, évidemment, c'est pas humainement possible, même Kyle Korver l'a jamais fait. Mais là, de nouveau, on est sur quelqu'un qui, en tout cas, traité comme un non-shooter qui peut mettre des gros shoots. D'ailleurs, on l'a vu contre les Sixers, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais pour relier aussi par rapport à Anunoby, moi je pense que c'est aussi l'intérêt de Anunoby, c'est qu'en poste 4, en tout cas, il a cette flexibilité. Il apporte cette flexibilité de line-up, j'arrive plus à parler, parce qu'il est tellement costaud que c'est pas juste un poste 3, tu peux le décaler en poste 4. Et quelle est donc la valeur de ce profil? C'est que tu décales en poste 4 un mec qui sait shooter, lui, pour le coup. Et donc, le fait d'avoir un Josh Hart, entre guillemets, poste 3 ou poste 4, en tout cas d'avoir un Josh Hart sur le terrain en même temps, lui c'est un non-shooter, mais le fait que Anunoby, lui, soit plutôt un shooter, limite un peu le nombre de non-shooters sur le terrain. Je sais pas ce que je veux dire un peu là-dedans. Et voilà, ça aide aussi parce que Josh Hart, je pense que, il a 27, 28 ans aujourd'hui, peut-être 29, je sais pas, mais on sait, c'est à peu près définitif. Maintenant, on sait, at some point, you are who you are. Voilà, on sait que ça va pas être un gros shooter, à part quelques flashs comme ça, mais il apporte tellement plus par ailleurs que c'est un joueur tellement sous-estimé, quoi. Ouais. C'est le couteau suisse parfait, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux avoir avec soi. Il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé encore, c'est Precious Achiuwa. Oui, c'était ma 5e stat du jour. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je peux te la prêter et tu peux en parler. J'en ai d'autres sous le coude, mais je m'étais noté, c'était ton minutage. J'avais noté 24,2. Ouais. J'avais noté ça comme stat, effectivement, pour en parler un peu comme prétexte, parce que je t'avoue que, alors j'étais un fan de la première heure de Achiuwa quand je le connaissais assez mal, mais je voyais un peu ce côté à Miami, notamment le pivot très polyvalent, très moderne en fait, extrêmement mobile, etc. Et en plus il y avait un peu de jump shot, en tout cas quand tu regardes de pas trop près. il prenait des jump shots, il driblait un peu, tu te dis mais c'est le pivot moderne quoi. Et en fait quand tu regardes de plus près, en fait, il y a un toucher de balle qui est assez catastrophique, pas du tout de toucher. Et donc, le jump shot, ok, il prend le tir, il y a la forme, mais ça rentre pas du tout. Il n'y a pas de toucher en termes à la fin du drive ou autour du panier. Donc, c'est quand même très compliqué. Je pense que le plafond offensif est assez bas. Mais par contre, je m'attendais pas du tout à avoir ce temps de jeu-là parce que il jouait. Je dis pas qu'il jouait plus à Toronto, mais il jouait quand même pas beaucoup. Et là, le voir jouer à ce point dans un effectif de New York, en fait, c'est surtout défensivement, je crois qu'il a gagné sa place, non? Ouais, alors il y a deux choses. Il a eu la bonne idée de pas se blesser, contrairement à beaucoup de la rotation intérieure. Et donc en fait son profil où il peut jouer au poste 4 comme au poste 5,
ça l'a aidé, puisque quand Rundle était blessé, bah, il prenait, il passait une rotation au-dessus, à Tua, et quand Robinson ou Hartenstein se blessaient, bah, forcément, il pouvait combler au poste 5 aussi. Donc, ça explique son minutage. C'est pour ça qu'en playoff, en fait, il a rarement joué, sauf quand Anunoby se blessait, quand Rundle s'est blessé, ou quand Mitchell Robinson était en foul trouble. Mais il y a une vraie interrogation aujourd'hui, hein, avec Achua, puisqu'il a pas de contrat, on ne sait pas s'il va être signé pour l'année prochaine. Mais effectivement, il y a cette promesse d'être un défenseur assez polyvalent, assez mobile, et ça il l'a montré. Le problème, c'est offensivement. Offensivement, il y a rien. Il y a rien du tout. On a cru un moment qu'il allait avoir qu'il allait apporter du spacing, c'est pas là. Du coup, bah, tu te dis, bah, ça, en fait, ça va devenir un mec de catch and finish. Mais le problème, c'est qu'il y a il y a ni trop le catch, ni trop le finish, puisqu'il est à 62% au cercle. Il est pas si grand que ça non plus, en fait. Voilà, ouais. Finalement, il fait 6-8, 6-9 pour un pivot, c'est pas énorme, quoi. Non, mais tu vois, 62% de réussite au cercle, c'est dans la moyenne NBA, donc c'est bien en deçà de la moyenne pour les postes 4-5. Ce qu'il a, c'est un peu de dribble, hein, mine de rien, et que parfois il y a des flashs de drive ou tu vois, d'attaque de close-out, il est capable d'attaquer le close-out, ouais. Ça, c'est assez intéressant. Bon, toi, tu le sais, Precious Achiuwa, qui était le partenaire à la fac de James Wiseman. Exactement. Et alors, moi, ça fait partie aussi des trucs que j'aimais bien. Enfin, des raisons pour lesquelles j'aimais bien, c'est que je me souviens d'un certain hipster de draft qui disait, mais en fait, le meilleur pivot des deux, bah, c'est Achiuwa. C'est Achiuwa. coaché par Penny Hardaway. Exactement. Par Penny Hardaway, tout à fait. À Memphis. Les Tigers de Memphis. Mais non, mais je pense que ce truc, c'était pas tant, en fait, par rapport à... Enfin, pour booster Precious Achiuwa, c'était peut-être par rapport... à Wiseman, qui était un prospect assez compliqué finalement. Donc je pense que c'est pour ça que les hipsters de draft disaient ça. Mais, ouais. Mais non, je m'étais renseigné sur lui aussi, il y a quelques années. En fait, il a aussi un parcours basket un peu bizarre, parce qu'en fait, il a grandi d'un coup aussi. Mm-hmm. Donc pour ça qu'on voit que c'est un pivot, en tout cas un intérieur grand, mais qui est extrêmement mobile, parce qu'il a une poussée de croissance très tardive, ce qui fait que en fait le développement athlétique il avait déjà fait, et donc c'était un mec qui était en extérieur, mobile, très fluide, et en prenant la taille il a pas perdu ça, donc voilà, ce qui donne un peu ce profil aujourd'hui qui, je m'y attendais pas, mais en même temps on aurait pu le deviner, mais qui est Thibodeau est un peu tombé amoureux, quoi, et il s'en est beaucoup servi, parce que justement c'est pas qu'un pivot, c'est un mec qui est grand, qui peut jouer intérieur entre guillemets, mais que tu peux aussi totalement placer sur des postes 4, des postes 3 même, en défense, en match-up direct, ou en tout cas même qui peut switcher, et que voilà, ça fait quand même, moi je l'aime bien, donc je suis assez content de voir que Thibodeau l'utilise pas mal. D'ailleurs on l'a pas dit, mais quand il y a eu cet échange avec Toronto, McBride a pu émerger et a totalement mangé les minutes de Malachi Flynn, qui du coup est parti marquer 50 points, je ne sais plus où, Détroit, non? Oui. Ouais. Mais ouais, le plus talentueux Malachi Flynn qui s'est fait piquer la place par un mec qui défend. Voilà, vous êtes dans une équipe de Tom Thibodeau. Non, mais alors pour finir, sauf si on a on peut en parler de plein de petits sujets, hein, si tu veux, mais ma dernière stat que je pouvais donner, moi, c'était 49,1. C'était un pourcentage. C'est le pourcentage de minutes jouées en playoff 2023 des Knicks, qui n'était plus là en 2024. Donc en gros, hein, la moitié de l'équipe et la moitié des minutes de l'équipe des playoffs de l'an dernier, en fait, n'était plus là en 2024. Et donc voilà, c'est quand même assez énorme. Et c'était aussi pour parler de ça et de ce côté, en fait, le turnover assez immense qu'on est en train de vivre au Knicks depuis 2 ans. Tu sais, ça me fait un peu pareil avec Boston, où on parle de continuité à Boston, parce qu'en fait, il y a de la continuité avec Brown et Tatum. Mais en fait, tu prends le Boston de il y a 2 ans, il commence la saison avec avec Grant Williams, Robert Williams, Marcus Morris, Marcus Smart, Dennis Schroeder, enfin, des mecs comme ça qui sont plus là, quoi. Donc la continuité, elle est pas trop là. Et les Knicks, c'est pareil, hein. Les Knicks, à l'échelle de 1 ou 2 ans, là, on est en train de vivre un turnover assez énorme. Et notamment, toi qui es fan des Knicks, en plus, tu le sais, mais donc la nouvelle direction est arrivée, président des opérations basket, le GM, Tom Thibodeau. Et en fait, on a juste sacrifié la génération de jeunes, hein. Tous les jeunes qui avaient été draftés, enfin sacrifiés. On est passé à autre chose parce qu'ils étaient peut-être pas assez bons. Peut-être, je ne sais pas, quoique tous les cas ne se valent pas, mais voilà, tout ce qui est RJ Barrett, Quentin Grimes, Isaiah Quickley et Obi Toppin ont été un peu mis en tout cas échangés pour acquérir d'autres joueurs, et on est clairement, en fait, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce qu'on est clairement sur un mode all-in avec les Knicks actuellement.
Moi, je reste accroché à mon idée qu'ils auraient pu largement embêter Boston, voire même les battre sur un scénario en playoff. Je suis très déçu de ça, qu'on ne les ait jamais vus, mais moi, j'étais très très haut sur ces Knicks-là, donc je suis un peu déçu. Mais clairement, on est sur un mode all-in où dès l'an prochain, on va essayer d'être dans les candidats au titre. Hein. Clairement, c'est pour ça qu'on a fait autant de choix de draft envoyés pour Michael Bridges, parce qu'on est en mode all-in maintenant, court terme. Et bon, oui, les jeunes ont un peu souffert. Je pense que RJ Barrett, ça se comprend de passer à autre chose. Ça a permis d'avoir un meilleur joueur, donc ça se comprend. Quickly, je pense que c'est une affaire de contrat aussi, à mon avis. Clairement. Bon, Topin, c'est parce que je pense que Thibodeau espérait en... Thibodeau compatible. Non, c'était pas... Voilà. Ouais. Disons qu'avec son profil physique et athlétique, tu te dis, bon, on peut avoir un bon défenseur, mais sauf qu'en fait, ça restait plutôt un attaquant, qui, avec sa transition, mais voilà, la défense collait pas, donc on est passé à autre chose aussi. Et puis Quentin Grimes, qui est peut-être la déception pour beaucoup, et je pense que je l'ai rejoint un peu, même si je comprenais l'idée du all-in du pari Bogdanovic, tu sais, de l'avoir sur quelques mois, parce que en effet, il aurait pu apporter un truc énorme. Bon, il s'est blessé, mais en plus, avant de se blesser, Thibodeau commençait un peu à ne plus le faire jouer, quoi. Faire jouer de la défense plutôt à la place. Quentin Grimes, c'est peut-être le seul où c'est un peu dommage, parce que lui, c'est un 3&D qui se met partout, jeune, talentueux, qui, voilà. Je pense que t'aurais pu aussi l'avoir. Bref, c'est un peu dommage, mais clairement, je sais pas quand est-ce qu'ils sont arrivés, c'est il y a 2 ans, non 3 ans, le nouveau régime, ouais. Voilà, on est sur un nouveau cycle et on est clairement sur... bon, les jeunes, vous êtes gentils, mais en fait, on veut gagner, on met tout en place, et je pense que dès l'an prochain, il faut les attendre un peu dans cette caste-là, en fait. Hein. Ouais. Oui, après, Quentin Grimes, il y avait aussi peut-être une réflexion sur le salaire. Quoique, non, ouais. Il lui reste... il a l'année prochaine encore garantie à 4 millions, et puis après, une qualifying offer, donc la fin de son contrat rookie. Donc non, ils auraient pu le garder. Mais bon, après, tu le remplaces avec Michael Bridges 6 mois après. C'est ça, c'est là où tu peux enchaîner sur Michael Bridges si tu veux, pour perspective pour la suite. Non, oui, perspective pour la suite. Comme dit, j'ai pas pris trop de temps d'y réfléchir, mais la grève va être intéressante. L'intérêt de Michael Bridges et l'intérêt de Jalen Brunson, comme on l'a dit, c'est que c'est des stars, mais c'est des stars de circonstances. Et je pense que c'est des mecs qui vont pouvoir retrouver un profil, enfin une utilisation un petit peu moindre. S'il y a besoin et qui vont se mettre en retrait. Il y a le cas, pour moi, la grande question pour l'année prochaine, ça reste le cas de Julius Randle. Est-ce que tu le gardes puisqu'il t'offre quelque chose de différent en attaque, ou bien tu le trades puisque tu veux vraiment aller sur le all-in avec le projet Bridges, Hart et Anunoby sur les ailes, et du coup tu joues un peu plus petit. Donc c'est vraiment ça le souci, ou bien toujours la chimère de l'utilisation de Julius Randle en poste 5. Est-ce que la présence d'Anunoby rend ce projet viable enfin pour la première fois en 5 ans? Faudra voir. Mais c'est ça pour moi la grosse question. Et puis, puisqu'on en a pas assez parlé aujourd'hui, il faut quand même déplorer la perte derrière Hartenstein qui a quand même fait une bonne saison derrière. On en a un peu parlé, ouais. Mais alors, pour moi, Michael Bridges, je pense que beaucoup de monde s'est peut-être fait un peu flouer par les 2-3 mois fin 2023 à Brooklyn. Pour moi, moins il a de responsabilité, mieux c'est. En tout cas, à la création, je veux dire. À la création, il peut être un peu un créateur tertiaire de temps en temps, il peut punir. Voilà, mais je pense pas que. J'espère qu'on va pas être sur un mec à 30% d'usage, voire même à 28%, quoi, en termes de création. Ça serait un peu dommage pour moi. Et de l'autre côté, c'est un peu ma question. C'est quid de la création offensive, en fait, parce que au fur et à mesure des années dans ce turnover, ce qui est bien, c'est que tu as remplacé plein de créateurs qui étaient pas mal, mais alors qui n'étaient pas forcément géniaux dans leur rôle, mais qui voilà, RJ Barrett par exemple, quand tu le remplaces par des role players beaucoup plus adaptés, des 3&D beaucoup plus adaptés à côté de Brunson, c'est génial. Mais quand tu finis par échanger tout le monde, tous tes créateurs contre ce genre de profil role player, notamment Quickly, voilà, la création de Quickly, elle n'a pas été remplacée. Par exemple, alors que c'était un créateur secondaire ou tertiaire assez important, mine de rien. En tout cas, c'était une option en plus. Là, pour l'an prochain, idéalement, moi, je veux pas Michael en créateur. Et t'as quoi? T'as Brunson, Randle, quand il sera là. Tu vois, moi, le Quickly, il me manque un peu, ce non-remplacement. Donc, c'est peut-être un de mes doutes, c'est comment est-ce qu'on s'en sort sur la création offensive Onyx pour l'an prochain. Peut-être que je me trompe et que le curseur va être un peu élevé pour Michael Bridges et que on peut arriver à bricoler 2-3 trucs comme ça sans pousser le curseur jusqu'à le mettre en gros créateur.
Sinon, après, bon, j'ai vu qu'il y a un free agent qui est disponible pour vous si vous avez besoin de création secondaire. Evan Fournier, non, ça se. C'est possible ou pas? Bah, écoute, c'est terrible parce que Taj Gibson vient d'être signé. Je crois qu'il a été signé aux Hornets, donc on pourra pas signer Taj Gibson. Non, effectivement. Effectivement. Alors que Taj Gibson, comme je l'ai posté sur Twitter il y a quelques temps, avait un peu de création au post-up, fut un temps aux Bulls. Fut un temps. Je sais pas si tu avais vu la vidéo, mais il enchaîne les post-up à l'époque des Chicago Bulls. Oui, on a d'ailleurs dans ce bilan de saison, on n'a pas trop parlé, mais Bojan, alors qu'est-ce qu'on fait comme bilan pour ce trade de Bojan? Enfin, moi j'étais plutôt hypé parce que ça apportait justement un peu de création différente avec du jeu en sortie d'écran, un mec qui a un peu de pull-up, etc. Je pense qu'on peut dire que c'est un échec, quoique au final tu t'en sors, t'arrives à le transformer en Michael Bridges, donc c'est pas totalement un échec non plus, mais en tout cas sportivement, on est plus bas que ce que j'aurais pensé en termes de rendu sur la saison 2024, on va dire. Ouais, alors il y a des soucis de blessure aussi. Maintenant, après, voilà, si tu regardes le bilan, il te fait quand même gagner. Enfin, il participe à la victoire de 2 matchs contre les Sixers, où il met 2 gros tirs au 3e quart-temps. Enfin, voilà, c'est pas grâce à lui que les matchs ont été gagnés, mais il met des gros tirs à des moments importants. Après, bon, il se fait la cheville, Nicolas Batum lui tombe dessus, mais voilà, il a mis 2-3 gros tirs qui ont permis de gagner une série de playoffs. Donc voilà, ce sera ça son héritage au Knicks, mais effectivement, le pari est pas totalement. Enfin, le pari n'a pas fonctionné. Si on voulait l'inscrire dans le long terme, je pense pas que ça a été le plan. Je pense qu'effectivement, c'était c'était un appoint. C'était un appoint et ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir. 2 gros tirs, je suis d'accord. En attendant, on est à 13 minutes en moyenne en playoff. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc clairement, une place dans la rotation qui a été sucrée au profit d'autres défenseurs. C'est pas que je suis d'accord, je peux comprendre le raisonnement de Thibodeau. Mais voilà, pour moi, c'était clairement un mec, et si tu vas le chercher, c'est parce qu'il peut avoir beaucoup plus de volume et beaucoup plus de temps de jeu. C'est un mec qui, encore il y a 2 ans, jouait plus de 35 minutes par match en playoff pour Utah, quoi. Et qui a passé 3-4 saisons d'affilée à jouer 35 minutes par match en playoff, donc à Indiana et à Utah. Donc là-dessus, je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment que ça serait un vrai énorme ajout, et que je comprenais du coup le fait de se séparer de Grimes pour maximiser les chances de 2024. Donc voilà, c'est pour le coup un peu déçu de ça, mais comme dit, quand tu le transformes à la fin en Michael Bridges, c'est pas si grave que ça, quoi, pour le coup. Mais voilà, on peut se quitter là-dessus. Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur ce bilan des Knicks. J'espère qu'on a oublié personne. On peut se quitter avec un over-under. Premier, 1,5. Over-under, la place à l'Est l'an prochain. Est-ce que vous allez être premier ou pas? Non, on sera pas premier. Boston sera. Parce que la conf, elle est serrée, la conférence Est. Les Sixers se renforcent. C'est ça. Cleveland gagne en expérience. Les Celtics vont pas bouger. Voilà, les Celtics seront toujours là. Il y avait quand même une opportunité cette année avec la blessure de Joel Embiid, enfin les blessures de Joel Embiid. Et même celle de Porzingis, au final. Celle de Porzingis. Non, il y avait une fenêtre d'opportunité. C'est vrai que la blessure de Randle, la blessure d'Anunoby va peut-être nous mentir. Même Bronson, qui a pas fait tout le match contre les Pacers. Après, une fois Anunoby blessé, une fois Randle plus là, et voilà. Donc, même s'ils avaient gagné contre les Pacers, ils seraient pas allés au bout, quoi. Oui, pardon, en plus, sinon je dis une bêtise, il a joué tous les matchs, mais il était blessé, c'est ça. Ouais, il était diminué. Il a pas manqué de match, mais il était blessé, et en plus, blessé en prenant 35 tirs par match, littéralement. Ça, ouais. Donc, c'était compliqué, en effet. Bref, voilà pour ce bilan des Knicks 2024, qui était, ma foi, une très très bonne équipe. Moi, je me suis régalé à les voir cette année. J'étais même plus haut que la moyenne sur eux, apparemment. Mais parce que vraiment, ils étaient très 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 cool. J'espère que ce sera pareil pour l'an prochain quand on fera le bilan en 2025, donc. Et je te dis merci, en tout cas, merci beaucoup, FD, de passer sur le Basket Lab. Mais merci à toi, merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Pour nos amis les New York Knicks, n'hésitez pas à faire des retours, d'ailleurs si vous avez des choses à dire, si vous avez des commentaires, si on a dit des erreurs, d'ailleurs si vous avez des avis différents, l'espace commentaire est fait pour ça, le Discord est fait pour ça aussi, on s'y donne rendez-vous, on discute beaucoup sur le Discord, donc allez-y. Comme d'habitude aussi les formats courts, notamment si ça vous intéresse d'aller piocher pour les autres équipes seulement le morceau qui vous intéresse, ou alors je suppose que les fans d'OKC vont être intéressés par, par les extraits sur Hartenstein, bien sûr. On suivra tout ça. Une équipe que j'ai adorée cette année et je pense assez sous-estimée. Un peu dommage que les blessures soient venues tout gâcher. Mais voilà pour les Knicks, on suivra ça et donc on se donne rendez-vous la prochaine fois. Et la prochaine fois, on va discuter du Orlando Magic.
Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.